Bonsoir, madame, monsieur. Merci d'être des nôtres à nouveau pour regarder ce programme Carte sur table, 31 août 2021. Demain, 1er septembre, mois de rentrée scolaire, on entamera un nouveau mois. Mais avant ce soir, nous allons évidemment parler de deux thèmes que nous avons retenus pour cette émission de débat politique avec 4 invités, 3 sur le plateau et un au téléphone de tout à l'heure. Malheureusement, Denis Emilien Tangana, qui était attendu ici ce soir, n'a pas pu faire finalement le déplacement de Yaoundé. On va donc l'avoir en direct au téléphone. Il contribuera évidemment dans le cadre de cette émission. Je l'ai dit, c'est donc autour de deux thèmes qu'on débattra, mais peut-être je vais présenter avant les invités. Maître Teguen, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir aux téléspectateurs toujours nombreux. Bonsoir au panel, pardon. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Vous parlerez évidemment ce soir au nom du RDPC, le parti au pouvoir. Maître Richard Tanfou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, mes co-panélistes. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont en train de nous voir en ce moment. Bonsoir aussi à tous les militants du MRC. Vous parlerez évidemment au nom du MRC. Vous en êtes le représentant sur ce plateau ce soir. Et puis enfin, dernier panéliste sur le plateau, le docteur Ambroise Usain Somba, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer Cézanne Ongré, les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, je l'ai dit, on aura Denis Emilien Tangana d'un moment à l'autre du côté de Yaoundé. Il va être présent dans cette émission par téléphone. Donc, pour rappeler rapidement les thèmes, vacances du pouvoir, la Constitution, et rien que la Constitution, toute la Constitution, il faut dire que cela, c'est une expression du président français François Mitterrand, dite à l'époque, lorsqu'il présidait la destinée de la France. On s'en est approprié, évidemment, pour mettre au centre du débat ce soir la question de la vacance éventuelle du pouvoir en cas d'empêchement du président de la République. Et l'autre thème, évidemment, nous est inspiré d'un courrier adressé il y a environ 5 jours par Denis Emilien Tangana concernant un certain nombre de dirigeants, de directeurs généraux des entreprises publiques et pour certains parapublics qui, selon lui, ont atteint la limite de mandat, 9 au maximum, 3 mandats renouvelables, 3 ans, dit-on, je parle sous le contrôle des connaisseurs du droit, ils vont certainement me reprendre. Et le thème est donc intitulé « Longévité à la tête des entreprises publiques, la chambre des sages à l'épreuve de la sagesse », parce qu'évidemment, elle a été interpellée, elle a été invitée à parler de cette question. Denis Tangana, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir également à tous les téléspectateurs et aux panélistes. On vous aura d'un moment à l'autre, hein, on va vous rappeler d'un moment à l'autre, le temps pour nous de prendre la transition et de revenir sur le plateau. Eric. Donc, retour sur ce plateau. Alors, Denis. Alors, on va peut-être commencer par vous pour ce premier thème. Longévité à la tête des entreprises publiques. La Chambre des sages à l'épreuve de la sagesse. Denis, vous êtes là? On vous rappelle dans quelques minutes. Hein. On vous reprend tout à l'heure, le temps de planter le décor de ce thème-là, mais heureux que vous soyez déjà en direct. On va peut-être d'abord prendre la réaction sur le plateau des autres invités. Alors, Maître Teguen, êtes-vous surpris par ce courrier de Tangana qui demande au Conseil constitutionnel de dire la loi s'agissant de la limitation des mandats d'un certain nombre de dirigeants, en l'occurrence des directeurs généraux, on parle d'une quinzaine ou de 18. Déjà, ce courrier suscite en moi une double réaction. La première, c'est celle du citoyen que je suis, républicain. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche de M. Tangana. Parce que moi, je pense qu'en République, c'est ainsi qu'il faut agir. Donc, en tant que républicain, je salue cette démarche et je pense que
c'est celle qui devait inspirer la plupart des personnes qui entendent procéder ou alors formuler des revendications. Lorsque l'on revendique, il y a un cadre institutionnel pour revendiquer. Je suis content de noter que M. Denis Satangana ait choisi de s'adresser au cadre prévu par la loi pour la protestation. Maintenant, quant à l'issue du procès, je ne vais pas commenter une cause pendante, mais je doute fort que sa demande puisse prospérer, parce que la saisine du Conseil constitutionnel obéit à un certain canevas. Et moi, je pense que dans les conditions de la loi, il me semble qu'ils ne remplissent pas les conditions. Je ne vais pas préjuger ce que diront les juges ou alors les sages du Conseil constitutionnel. Je préfère les laisser faire le travail et dire à M. Denis Satangana que c'est bien qu'il ait pensé qu'en République, on peut agir ainsi. Je suis tout à fait d'accord avec lui, que lorsqu'on a un problème en République, on s'adresse aux institutions. On ne décide pas, comme le font très souvent quelques-uns, de s'attaquer aux institutions, de s'attaquer aux personnes qui les incarnent. Donc, de mon point de vue, on est en démocratie, on est en République, et en République, lorsque l'on veut se plaindre, on s'adresse aux institutions. Maintenant, les institutions ont aussi des positions. Les institutions les saisissent selon un canevas. Il y a des procédures pour les saisir. Il faut avoir la qualité à agir. Il faut avoir, si vous voulez, une requête recevable. En ce que l'ensemble des moyens prévus par la loi doivent figurer dans la requête. Moi, je ne connais pas le contenu du dossier et je préfère un peu être réservé quant à l'issue de ce procès. Docteur Ambroise Joseph Somba, votre première réaction d'entrée? Êtes-vous surpris? Comment appréhendez-vous cette initiative-là? Monsieur Dipita, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit veut tout simplement indiquer que lorsque on a subi un préjudice, il y a des procédures institutionnelles qu'il faille respecter pour faire aboutir sa revendication. Alors, je m'inscris totalement en direction de ce qu'a dit M. Tegem tout à l'heure. Il faut féliciter M. Emilien Denis Satangana pour sa combativité et même pour son intrépidité. Parce que ça peut être l'occasion, ou plus que jamais, le Conseil constitutionnel va peut-être profiter pour dire une jurisprudence. Parce que lorsque on se réfère aux dispositions du décret de 2004 qui organise le Conseil constitutionnel et qui précise en un certain nombre d'articles les personnes qui sont autorisées à saisir le Conseil constitutionnel. Et on vous dit, par exemple, que pour le contrôle de constitutionnalité des lois, il y a un type qui doit saisir le Conseil, le président de la République, un tiers des députés, un tiers des sénateurs, le président de l'Assemblée nationale avec l'avis du bureau, le président du Sénat avec l'avis du bureau et, bien entendu, les présidents des conseils régionaux. Donc voilà, sur le plan sur le plan formel, ce que retient le décret de 2004 qui organise le statut justement du Conseil constitutionnel et qui précise les autorités à même à saisir le Conseil constitutionnel. Bien entendu, ça permet de revenir un peu, M. Dipita, pour la gouverne de nos nombreux téléspectateurs, sur les missions qui sont dévolues au Conseil constitutionnel. On pourra d'abord évoquer les missions principales. Par exemple, le Conseil constitutionnel est là pour réguler les rapports institutionnels, ou du moins veiller à ce que les rapports entre les institutions soient normaux, soient des rapports non conflictuels. Également, assurer, si vous voulez, le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire que veiller de sorte que les normes qui sont inférieures à la Constitution lui soient conformes. Il y a aussi que le Conseil constitutionnel joue le rôle de juge du contentieux électoral, comme on en a vu après l'élection du 7 octobre. On a vu que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les questions de l'élection présidentielle, les élections législatives et les questions référendaires. Maintenant, au niveau de ces missions spécifiques, rapidement, on se rend compte que le Conseil constitutionnel est une instance consultative, c'est-à-dire peut donner son avis. Et je finis en indiquant qu'il y a une des missions qu'on lui a souvent ignorées, c'est que le Conseil constitutionnel constate la vacance, on va y revenir tout à l'heure, en cas de démission du président de la République. On va enfin, avant de repartir du côté de Yaoundé, prendre Maître Richard Tanfour sur la question. Mais d'entrée, cette démarche, comment vous l'appréciez? Yes, the movement is salutary. That is how we should behave when we are in a state of law. When you think that the law is being violated, there should be some mechanism put in place
that will permit you maybe to seize the judge for an interpretation. You see, we live in a country where we are tempted to believe that it's not been governed, because when you try to imagine that how is it possible that some people can be occupying offices like director generals of public enterprises for so long, 25 years, 30 years, it means that something is wrong. And the law that came into action in 2017 has clearly defined the longevity that such some officials can occupy. And to believe that some of those offices have been abandoned for this number of years simply resumes the fact that we are in the country which is not governed, or that the person who is at the helm of the state who appointed them maybe has surely forgotten about them, because nothing will explain that such offices are not renewed when their mandate comes to expire. And even when you see that they are no more productive, because a majority of those director generals in those public enterprises, you see that at least staying long in power makes them not to be productive, and it's really questionable. And I think it was high time that what Denis Atangana has done is what is supposed to be done. So I encourage him in that action, and I wish that even though his action may not prosper, but at least from the reasoning of the Constitutional Council, maybe from there he will be able to know which of the institutions he has to seize, or probably what is the next step to seize, so that they make sure that he has, at least his action has brought to the public that there are still some people who have upright thinking about the management of the public affairs of Cameroon. Ok, Denis, bonsoir. Rebonsoir. Vous m'entendez bien, je l'espère. Voilà. Alors, dites-nous d'entrée, quelle a été votre motivation? Je sais que nous savons que le courrier a été accepté, puisqu'il a été reçu, puisqu'il y a eu un accusé de réception, et que l'affaire, en principe, passe au Conseil constitutionnel mardi de la semaine prochaine. Notre motivation, elle est très simple. Notre motivation. Oui, Denis, vous êtes à l'antenne. Oui. Alors, je disais donc que notre motivation, elle est très simple. Il y a une loi qui existe, la loi de 2017, et cette loi stipule que les mandats cumulés d'un directeur général à la tête d'une entreprise ou son adjoint ne peuvent excéder la durée de 9 ans. Et cette loi, elle est très précise dans son thème, donc, quand elle parle de cumuler. Et je voudrais donc préciser ici que les partis politiques ont qualité de saisir le Conseil constitutionnel en matière électorale. Pourquoi pourrait-il restreindre ce pouvoir aux partis politiques? Donc, est-ce que les partis politiques ne doivent saisir le Conseil constitutionnel quand il y a les élections et valider les élections et après ne plus rien faire? Donc, je voudrais aussi préciser que notre requête, elle sera débattue dans le fond, parce que le Conseil constitutionnel a qualité de créer une jurisprudence. Et ici, nous avons une loi qui est là, qui n'est pas respectée. Et on ne peut pas avoir une structure comme le Conseil constitutionnel et que cette structure-là reste muette lorsqu'une loi comme celle-là, elle est brutalisée, elle est violée. Et puis, je tiens à rappeler quand même que la loi de 2007 est des discussions de l'OIDA. Et le Cameroun abrite quand même le siège de l'OIDA. Donc, le Cameroun devrait être un mauvais exemple, ne devrait pas être un mauvais exemple lorsque nous avons le siège de l'OIDA. Et je précise également que le Conseil constitutionnel a qualité de créer la loi, de créer un précédent, de créer une jurisprudence en acceptant notre requête. Et je précise également que notre requête, elle doit être débattue dans le fond, parce que là, le Conseil constitutionnel a la possibilité de jouer un rôle historique en créant une jurisprudence, en permettant qu'on aborde la question dans le fond. Est-il normal qu'au moment où on vous parle, qu'il y ait une loi de 2017
qui n'est pas respecté. Et si même on parlait du principe de la rétroactivité, l'idéal républicain aurait voulu qu'à partir de 2017, on renomme les DG, qu'on renomme les directeurs généraux et les directeurs généraux. Alors, avant d'aller dans le fond, Denis, puisque les questions de forme, je parle sous le contrôle des juristes. La forme précède le fond. Vous voulez comme opérer un passage en force dans ce sens que même si les questions de fond, même si la question de forme n'est pas respectée, vous souhaitez que le Conseil s'auto-saisisse sur l'objet de la requête. C'est bien cela? Il faut déjà savoir que qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Denis, essayez, vous devez tout au moins baisser le volume de votre téléviseur. Baissez le volume complètement de votre téléviseur. Vous nous aurez au téléphone comme c'est le cas en ce moment. Il y a deux solutions. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Même un magistrat. Il faut quand même rappeler que le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction. Et à qualité, ici, de créer la loi, de créer un précédent, de créer une jurisprudence d'abord en acceptant le pouvoir aux partis politiques de pouvoir le saisir. Le Conseil constitutionnel ne peut pas seulement être utile pour les élections. Il doit aussi être utile même lorsqu'il n'y a pas, des élections. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que dans le débat du fond doit être ouvert. Parce que la loi de 2017, elle est claire. D'abord, dans ses dispositions, qu'on ne peut pas faire plus de 9 ans à la tête d'une structure. Et maintenant, s'il fallait qu'on révoque le principe de la rétroactivité, l'idéal aurait voulu qu'on renomme tous ces directeurs généraux après 2017. Parce que tous les actes qu'ils posent, il faut le dire, ces actes sont illégaux. Du moment où ils n'ont pas été renommés à partir de la nouvelle loi de 2017. Alors, Denis. Bien évidemment, le FCC va continuer avec la lutte. Au-delà du contentieux, au niveau de la Chambre, au niveau du Conseil constitutionnel, nous allons attaquer tous les actes que ces directeurs généraux signent depuis 2017 parce qu'ils n'ont pas qualité. Essayons de canaliser un peu le débat. Le sujet qu'on évoque avec les autres panélistes, puisque vous êtes déjà exprimé dessus, d'abord les questions de forme, ensuite les questions de fond, et puis après la suite que vous souhaitez donner à cette affaire ou bien d'autres, puisque vous vous engagez désormais à systématiquement saisir le Conseil constitutionnel. Alors, cher monsieur sur le plateau, d'abord essayons d'évoquer les questions de fond. Je veux dire qu'il y a des règles qui conditionnent la saisine du Conseil constitutionnel. Est-ce que de ce point de vue, le président du FDC, Maître Tanfou, est dans le droit? Oui, sur la question de la forme, je ne pense pas qu'il est dans le droit parce que nous avons les dispositions de la loi sur le Conseil constitutionnel qui définit clairement qui sont ceux qui peuvent saisir cette instance. Et lorsque je vois la démarche ou bien l'objet de la saisine de Denis Tangana, je doute fort que sa demande soit acceptée sur la forme. Bon, comme lui-même vous a dit, le Conseil constitutionnel est une institution qui peut elle-même s'auto-saisir si elle tient vraiment à ce sujet et elle peut créer une nouvelle jurisprudence. Et je pense que c'est sur ce point-là que lui se penche beaucoup. Parce que s'il faut seulement regarder sur la forme, il ne pèse pas vraiment. Et j'ai bien peur que c'est sur cet angle-là que peut-être les sages du Conseil constitutionnel pourront peut-être rejeter sa requête. Mais, comme il a dit, il souhaite que le Conseil constitutionnel peut-être s'auto-saisisse et qu'elle examine vraiment ses préoccupations au fond. Docteur Ambroise Joseph Samba. Sur la forme, je voudrais tout simplement, d'ailleurs je l'ai rappelé tout à l'heure, je voudrais rappeler quelques critères de saisine. Il y en a 3 qui tiennent sur la personne du requérant. D'abord, la qualité, c'est-à-dire qu'il faut être compétent, il faut avoir l'aptitude pour saisir, légale pour saisir le juge, il faut avoir la capacité juridique, c'est-à-dire qu'il peut tenir sur l'âge. Bien entendu, monsieur le président
Emilien Denis Atangana a plus de 21 ans. Et ensuite, il faut avoir un intérêt. Et dans la logique au Cameroun, il faut associer les deux pour que le procès sur le plan de la forme puisse prospérer. C'est la qualité et l'intérêt. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces deux associés, bien entendu, déjà sur la forme, on va rejeter votre requête. Alors, ça veut dire donc que sur la qualité, je venais de vous dire que quand il s'agit, en déclinant justement tout à l'heure les fonctions du Conseil constitutionnel, je vous ai indiqué un certain nombre de domaines. S'agissant par exemple du contentieux de constitutionnalité des lois, parce que c'est de ça effectivement qu'il est question. C'est-à-dire que le président Emilien Atangana voudrait vérifier si effectivement la loi de 2017 justement est conforme à la Constitution. Or, chez nous au Cameroun, bien entendu, le contrôle a posteriori de la loi est proscrit. C'est-à-dire qu'après que la loi a été adoptée, promulguée par le président de la République et publiée, elle ne peut plus faire l'objet d'un contrôle a posteriori. Maintenant, le problème qui se pose, c'est simplement que M. Emilien aurait pu, à mon sens, attaquer plutôt les décisions qui sont prises par le conseil d'administration, les conseils d'administration qui reconduisent de manière tacite, voilà, ces directeurs généraux à la tête de ces entreprises publiques. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas la première loi. Il y a une loi du 5 décembre 1999 qui, en son article 39, rappelait que les directeurs généraux sont nommés pour 3 ans pour un mandat renouvelable 2 fois. Donc, le décret, la loi de 1980, du 12 juin 2017 vient reprendre clairement les dispositions de la loi de 99. Sauf que ce qui est l'innovation dans la loi de 2017, c'est qu'on dit bien que le conseil d'administration vérifie de sorte qu'après les 9 ans, qu'il n'y ait plus de cumul. C'est-à-dire qu'on ne peut plus excéder les 9 ans. Et c'est la raison pour laquelle l'article 70 alinéa 3, d'ailleurs que je sais, M. Emilien Atangana va le rappeler tout à l'heure, parle d'un cumul qui ne peut pas excéder 9 ans. Alors, cette disposition est entourée d'une opacité. Tout simplement parce que quand on parle du cumul, on ne nous dit pas si le cumul commence le jour où vous avez initialement été nommé. Ou à compter de ce jour, on voit donc que le cumul ne peut pas être possible si est déjà entré dans la sphère de la loi de 2017, vous avez dépassé 9 ans. Donc cela veut dire que la loi a entretenu à ce niveau une certaine opacité qui permet peut-être à M. Emilien de jouer entre les mailles du filet. Mais en réalité, sur le plan de la forme, voilà ce que j'ai indiqué, surtout sur le prisme de la qualité, je pense que le Conseil constitutionnel, comme Maître l'a dit, on ne va pas anticiper sur la décision des sages, mais ça peut être ce que j'appellerais un goulot d'étranglement à ce niveau-là. Maintenant, même sur le fond, peut-être qu'on va y revenir, sur le fond, moi je pense que la question qui est posée sur le fond ne relève pas encore de la compétence du Conseil constitutionnel. On y vient. Voilà, ok. Maître. Écoutez, je vous ai dit en commençant l'émission que j'étais tout à fait d'accord avec la démarche de M. Emilien Atangana, parce que moi je pense qu'en République, il faut fixer les règles, il faut fixer les bases. Et comme disait tantôt le professeur, le docteur Somba, et d'ailleurs, je dis un représentant du MSS sur ce plateau, dans l'état de droit, il y a des institutions qui existent et qui fonctionnent. Lorsqu'on a un problème, on s'adresse à elles. Je suis content qu'il l'ait fait. Maintenant, je ne connais pas le dossier. C'est un peu compliqué de rentrer dans le dossier. Mais en matière de saisine du Conseil constitutionnel, la loi est très claire. La loi a indiqué de manière limitative les personnes qui ont qualité pour saisir ce Conseil constitutionnel. Ces personnes ont été clairement indiquées par le professeur ou le docteur Somba tout à l'heure, en disant Monsieur le Président de la République, le Président de l'Assemblée, le Président du Sénat, un tiers des députés, un tiers des sénateurs, ou les présidents des conseils régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause. C'est même encore conditionné. C'est bien, voilà, c'est bien. C'est bien écrit. Maintenant, il y a un deuxième problème, et justement, le docteur Somba l'a évoqué, c'est que quand la loi a déjà été promulguée, il y a un autre problème, c'est que vous n'êtes plus recevable. Parce que le texte prévoit qu'avant la promulgation, lorsque le Conseil est saisi, il est procédé, c'est-à-dire qu'il a un sursis de droit à la promulgation de la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus promulguer tant que le Conseil constitutionnel est saisi. Aujourd'hui, le texte est déjà promulgué. Moi, je pense que je vais laisser les sages faire le travail, parce que je ne veux pas parler de ce dossier que je ne connais pas. Et
c'est bien que M. Emilien Atangana ait saisi cette haute instance judiciaire ou alors instance juridictionnelle qui va nous fixer tous, qui va enfin se déployer sur ce point particulier, c'est-à-dire la saisine a posteriori. Et je pense que lorsque sa décision sera rendue, nous serons tous fixés. Pour le moment, je pense que sur la condition de forme, M. Emilien Atangana a encore très peu de chances que son action prospère. Maintenant, nous ne faisons que des commentaires et nous ne voulons pas commenter une cause pendante. Nous préférons nous en tenir à la sagesse de ceux qui sont saisis, parce que je rappelle que c'est une institution avec des personnalités assez sérieuses, des personnalités qui, par leur travail, ont contribué de manière décisive à l'amélioration de la qualité de la justice rendue dans notre pays. Nous souhaitons que cette institution se prononce afin que chacun d'entre nous soit définitivement fixé. Emilien Denis, une réaction. Avez-vous des craintes quant au non-respect éventuellement au rejet de votre requête ou de votre demande? Ça s'appelle comment déjà? Votre saisine? C'est bien cela? Non, la recevabilité de votre requête. Quant à la recevabilité de votre requête auprès du Conseil constitutionnel, avez-vous des craintes? Tout au moins sur les questions de forme. Oui, moi, je voudrais déjà qu'il faut qu'on rappelle sur le plateau que, en matière électorale, les partis politiques ont qualité de saisir le Conseil constitutionnel et que ce n'est pas normal. Limite le rôle du Conseil constitutionnel au contentieux électoral et au contentieux institutionnel. Nous pensons que si les partis politiques peuvent saisir le Conseil constitutionnel pendant les élections, parce qu'au Cameroun, on a l'impression que le Conseil constitutionnel ne sert qu'à une seule chose, valider les élections. Or, il ne s'agit pas de ça ici. Qui peut le plus, peut le moins. Dans le Conseil constitutionnel, j'insiste, peut créer une jurisprudence. En plus, si le Conseil constitutionnel a qualité d'annuler même l'élection présidentielle, a qualité de faire le contentieux institutionnel, on a quand même une loi qui est là. Donc je crois que le Conseil constitutionnel a le droit, et c'est même ça le juge constitutionnel, ce qui fait la force du juge constitutionnel. À pouvoir créer des précédents, à pouvoir créer une jurisprudence. Et ici, nous avons donc affaire à un rôle historique. Parce qu'il faut bien que le Conseil constitutionnel nous démontre, est-ce qu'ils sont seulement là pour valider les élections du président Paul Biya, ou ils sont là pour le peuple camerounais? Parce que rappelons-le quand même, c'est les grosses voitures qu'ils ont, c'est les gros avantages. Est-ce que c'est seulement pour les élections que le Conseil constitutionnel doit être au Cameroun, alors qu'on a une loi qui n'est pas respectée? Donc, je suis convaincu que notre dossier... c'est à dire que le dossier soit envolé. Allô? Quand même un mandat de 6 ans, un mandat de 6 ans qui est irrévocable. Ce mandat est irrévocable, donc ça leur permet. Et quand on regarde l'âge aujourd'hui de ceux qui sont au Conseil constitutionnel, je crois qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils ont le devoir. Ils ont le devoir d'entrer dans l'histoire pour nous prouver l'utilité de ce Conseil constitutionnel. Et je suis convaincu qu'une jurisprudence peut se créer parce que le juge constitutionnel a qualité de créer la loi. Vous faites le procès de la loi. Alors, venons-en aux questions de fond avec les autres invités sur le plateau. Je veux dire que l'interpellation de Denis Emilien, elle a quand même son pesant d'or, hein, si on peut le dire comme ça. Le constat, il est clair. Un certain nombre de dirigeants sont en dépassement de la limitation des mandats prescrits, la limitation prescrite par la loi, quant à leur gestion des affaires publiques. De ce point de vue, docteur Ambroise Uzon, qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur le député, je vous évoquais tout à l'heure l'histoire sur la réglementation relative à ces entreprises publiques. Je vous ai dit que la loi de 2017, du 12 juillet 2017, n'est pas la première qui vienne encadrer le mandat des directeurs généraux. Je vous ai parlé de la loi de 1999. Alors, si nous prenons un calcul simple, de 1999 à 2017, ça fait 18 ans. Cela veut dire que à ce moment-là, réellement, si on compte, ça fait 9 ans x 2, ça fait 18. Ce qui veut dire qu'à l'entrée de la loi de 2017, c'est-à-dire qu'avant son entrée, tous ces directeurs, justement, étaient dans une situation d'illégalité. Parce que ça dépasse justement... Ça avant 1997. Avant l'entrée en vigueur de la loi de 2017. Maintenant, vous savez donc que
dès que la loi entre en vigueur, c'est-à-dire que le principe général du droit voudrait que une loi entre en vigueur ne prévaut que pour l'avenir. Elle ne peut spécialement rétroagir que sur des conditions spécifiques. Si par exemple la loi la plus ancienne est plus douce que la loi nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que, en réalité, M. Émile Denis Atangana s'appuie sur le fait simplement que la loi de 2017, qui vient d'entrer en vigueur, devrait normalement prendre en compte la nomination depuis initiale des directeurs généraux. Par exemple, vous avez Moute Camille qui est au FNE, qui a été nommé en 89, je crois. Il a 31 ans, voilà, à la tête. Voilà, il a été nommé il a 31 ans à la tête du FNE. Alors, on estime que avec l'entrée en vigueur de la loi de 2017, la loi a donc annulé tout à zéro. C'est-à-dire que les compteurs commencent à être mis en branle à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 2017. Donc, voilà sur le principe général du droit, l'interprétation facile qu'il faut faire à ce niveau-là. Donc, c'est pour indiquer que, et même, j'ai été très intéressé tout à l'heure quand Émilien Denis Atangana évoquait l'idée qu'ils vont attaquer par tous les moyens, à tous les niveaux, tous les actes qui seront pris. Ça, c'est la suite. Voilà. Sur les questions de fond, mettre en fond. Yes, you see, it's clear before everybody that the law of 2017 probably did not take into consideration that there was already an existing law and that some director generals have been into office for a very long period. Maybe the law of 2007 maybe could have come and said, okay, the point of computation should be from the date that they were appointed. But it just came simply to make and leave that vacuum as if it starts in 2017. And if we have to go by that principle of 2017, the people who are there now will tell you that no, we are still within our mandate. So I think the law itself didn't really come to clarify things, and that is why we are living into this loophole of the law. So I think what that law of 2017 was supposed to do was supposed to really actually clarify what is the situation of those who have been into office for this long, because the law is not retroactive. Mm-hmm. So I think that's where the problem lies. So the problem is the law that came into force did not actually clarify the situation, and is however regrettable because it is putting us in a situation whereby we have the feeling that these enterprises are not more producing as they are supposed to produce, because when you familiarize yourself in a particular office, you start to favor maybe corruption, favoritism, and all the like, and you become less productive. So the law itself did not actually bring us so much good. So I think that's where the law failed somehow. D'accord. Maître Tegem. Il y a une chose qu'évoque M. Émilien Atangana quand même. Je pense qu'il faut un peu apporter une petite précision. Lorsqu'il dit que les partis politiques ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel pour le contentieux électoral, notamment la présidentielle et législative, moi je pense qu'il devrait faire attention entre le contentieux électoral et le contentieux institutionnel. Parce que lorsque l'Assemblée nationale a déjà voté la loi, c'est une institution qui s'est prononcée. Et dans ce cas, il me semble que c'est ceux qui ont le mandat du peuple, c'est-à-dire ceux qui représentent le peuple, qui peuvent saisir l'institution Conseil constitutionnel, et non les partis politiques qui n'ont reçu le mandat de personne. Parce qu'il faut bien se dire que si un tiers des députés le peuvent, si le président du Sénat le peut, le président de l'Assemblée, le président des conseils régionaux et son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est effectivement parce qu'ils ont reçu le mandat, ils représentent le peuple, et à ce titre, lorsque le peuple s'est prononcé à travers ses représentants, c'est-à-dire que ceux qui ont un mandat représentatif, ils ont voté la loi. Ceux qui ne sont pas contents, parmi les représentants du peuple, doivent avoir qualité pour agir. Et non les partis politiques qui ne représentent pas du tout le peuple, mais qui sont simplement des petites associations ou organisations. Enfin, petites entre guillemets. Donc moi, je pense que c'est un aspect qu'il faut peut-être un peu clarifier. Maintenant, relativement au fond, moi, je pense que sur ce sujet, il faut peut-être faire attention, parce que lorsque la loi est prise, il faut aussi chercher s'il y a eu un décret d'application de la loi. Parce que généralement, lorsqu'une loi est prise, il faut un décret d'application. Même si vous prenez la loi du 22 décembre 1999, évoquée tout à l'heure par le docteur Luison Essomba, il faut se rassurer que les entreprises publiques ou les sociétés à capital public qui étaient concernées
qui étaient concernés par ce texte du 22 décembre 1999, il y a un décret d'application de son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant leur statut. Parce que la loi dit que les statuts sont fixés par décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République. A-t-il pris les décrets pour les statuts? Et à compter de ces décrets, ce qui met en place les statuts de ces sociétés, moi je pense que ça se compter, c'est au moment qu'il faut compter les délais de 3 x 3. Donc même la loi 2017, je ne sais pas si depuis qu'elle a été votée, il y a eu des décrets d'application en termes de statut des entreprises concernées par ces lois. Donc tant que les décrets n'ont pas pris les statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles les dirigeants sont nommés, il me semble qu'il faut être un peu réservé. Et je préfère l'être en disant que oui, effectivement, la loi ne dispose que pour l'avenir. Je préfère en tout cas faire une recherche supplémentaire pour voir si les entreprises, les sociétés à capitaux publics ont bénéficié déjà des décrets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mettant en place leur statut. J'ai vu il y a quelques jours, je pense, un décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant les statuts d'une société à capitaux publics, il y a quelques jours là, qui circulait. Et je ne sais pas, peut-être c'est à compter de ces décrets, parce que les dirigeants sont désignés conformément aux dispositions statutaires. Si vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas dire que le conseil d'administration s'est réuni. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut peut-être faire attention sur ce point et voir si ce n'est pas à ce niveau qu'il y a peut-être anguille sur roche. Denis Emilien, vous voulez réagir à cela? Oui, je voulais réagir. Je suis un peu amusé. Je voudrais dire au docteur que je l'encouragerais. Il y a déjà eu des décrets d'application. Et il y a eu, à la suite de cette loi de 2017, d'autres décrets en termes de classification des entreprises, des indemnités, les salaires des PCA, des directeurs généraux et directeurs adjoints. Donc, il y a déjà eu des décrets d'application. Donc, je voudrais le rassurer sur ce point. Donc, rien n'explique aujourd'hui que la loi de 2017 ne soit pas respectée. Et je voudrais donc apporter une petite précision. C'est que, même si on peut dire que le compteur de certains a repris à zéro à partir de la loi de 2017, il fallait donc encore les nommer après, du moment où la loi de 2017 a été mise en vigueur. Est-ce qu'on les a nommés? Est-ce que les conseils d'administration ont encore procédé à la nomination du directeur général du FNE? Est-ce que le directeur général de la SNH a encore eu un décret? Ou est-ce qu'il a été nommé? Aucun d'eux n'a été nommé après la mise en vigueur de la loi de 2017. Donc, ils sont tous dans l'illégalité. Donc, Seulement du fait de la non-nomination? Après la loi? Mais du moment où il y a eu une nouvelle loi qui organise le fonctionnement, bien sûr, il fallait qu'ils soient nommés. Parce que c'est une nouvelle loi maintenant qui organise les structures publiques et qui classe les responsabilités. Donc, il fallait qu'ils soient nommés. Non, je ne suis pas un érudit du droit, mais je veux faire un parallèle. Ça veut dire que si demain, par exemple, on change le code électoral, faudrait-il à nouveau nommer les membres de l'ECA? Bien évidemment. Puisque lorsqu'il signe les documents, on dit vu la loi numéro 2017 portant statut général des entreprises publiques, c'est sur la base de ça qu'ils signent les documents. Mais du moment où cette loi, l'ancienne loi a été abrogée et qu'ils ont été nommés par l'ancienne loi, quand on met une nouvelle loi en vigueur, ils doivent être renommés parce qu'il faut leur donner le sceau de l'État, il faut leur donner la légitimité juridique. C'est de ça qu'il est question. Donc ici, l'illégalité des directeurs généraux est constatée. Il n'y a même rien à dire. L'illégalité est là. Et maintenant, sur le rôle historique du Conseil constitutionnel, il faut qu'on tombe d'accord. Quand on regarde les âges des membres du Conseil constitutionnel et quand on regarde le fait que leur mandat est irrévocable, nous sommes tous d'accord que le juge constitutionnel, il n'y a pas meilleure personne que le juge constitutionnel pour créer la jurisprudence. Et je pense que le Conseil constitutionnel doit nous démontrer ici son utilité. Sont-ils là uniquement pour les élections, valider les élections, ou est-ce que c'est normal qu'on ait une loi qui a été votée au Parlement, qui a été promulguée par le président de la République, avec sa signature, et qui n'est pas respectée? Est-ce que c'est normal que le siège de l'OADA qui est au Cameroun, et une loi qui est d'inspiration de l'OADA, avec le siège au Cameroun, que ça ne soit pas respecté? Donc, il est clair, même si on va sur le principe de la rétroactivité, il est clair qu'il y a eu un cumul. Le cumul ne doit excéder 9 ans. Le mot cumul, le législateur aurait pu dire ne peut excéder 9 ans. Mais le moment où le législateur a mis le mot cumulé, ça signifie qu'on prend l'ancien compte et l'avenir. Parce qu'il y a le mot cumulé. Mais maintenant, dès qu'on laisse au niveau du mot cumulé, on revient donc même sur la nouvelle loi de 2017. Qui a abrogé les dispositions antérieures. Ça veut dire que l'ancienne loi, c'est l'ancienne loi qui les avait nommés directeurs généraux adjoints. Du moment où cette loi a été abrogée, l'idéal
l'esprit républicain, la légalité voudrait qu'on les renomme avec l'ancienne loi, parce que tout ce qui signe comme document, c'est bel et bien écrit, vu le statut, vu la loi de 2017, alors qu'ils ne sont pas nommés par cette loi. Donc, le Conseil constitutionnel doit se prononcer, d'abord en créant la jurisprudence, et de deux, en allant dans le fond pour qu'on constate l'illégalité de ces directeurs généraux. Et ils ne sont pas que 18. Et il y a les membres des conseils d'administration qui sont ici illégaux, et il y a les PCA qui sont illégaux. Donc je pense que là, il faudrait quand même que, même si on estime que ces gens travaillent beaucoup, on peut les router, on les change de direction générale. Parce que ceux-ci travaillent beaucoup. Mais ici, il y a vraiment l'illégalité est constatée sur les deux plans. D'abord en termes de cumul de 9 ans, et de deux, la nouvelle loi de 2017, on devait les renommer. Mais ça n'a pas été fait. Donc, les actes, nous avons, comme je le disais, nous sommes en train de nous préparer pour déposer le recours gracieux. Parce que pour saisir le juge administratif, d'annuler les actes administratifs, le préalable, c'est de saisir, de faire un recours gracieux préalable. Donc là, comme nous avons des PCA qui sont aussi dans la même situation, des membres du conseil d'administration, donc nous sommes en train de préparer un dossier en béton pour demander l'annulation de tous leurs actes. Parce que tout ce qui est signé, c'est suivi la loi de 2017, mais ils ne sont pas nommés par la loi de 2017, qui encadre les actes administratifs qui signent dans les structures publiques et les entreprises publiques. Alors, docteur, le bémol sur des actes de nomination après la modification de la loi? Je pense que c'est une idée, mais écoutez, il faut faire une précision. D'abord, quand tu dis que les membres du Conseil constitutionnel ont un mandat irrévocable, c'est faux. Ils ont un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Vous savez qu'avant, en 2004, ils avaient même un mandat de 9 ans renouvelable une fois, mais on s'est rendu compte que le mandat était plus élevé que celui du président de la République. Et on l'a ramené à 6 ans et c'est fait à 10 ans. Maintenant, il faut bien expliquer le mot irrévocable. Ce qu'il faille relever, c'est que Emilien Denis Atangana met sur la table du débat un sujet très important qui, à mon sens, est celui de la gouvernance publique de nos entreprises. Parce que, écoutez, on se rend bien compte que même le législateur l'a compris. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est une ingénierie législative. Parce que le problème devait déjà se poser. Et c'est pourquoi le législateur a anticipé. On pourrait même mettre ça sur le plan technique parce qu'on appellerait une validation législative qui voudrait que, en fait, le législateur de 2017 a pris cette loi pour éviter justement ces contentieux en renouvelant, en mettant donc ces directeurs illégaux dans la légalité, en promulguant la loi de 2017. C'est la lecture simple, à mon sens, qu'il faut faire. Parce que, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que quand on prenait, par exemple, de 1999, la loi du 5 décembre 1999, à l'entrée, disons avant l'entrée 2017, ça fait 18 ans. Et qu'est-ce qui aurait pu être fait techniquement? C'est le conseil, même la loi le dit, le conseil d'administration a un an pour arranger. Donc le conseil d'administration aurait pu carrément décider de ne plus reconduire, valider la nomination par tacite reconduction. Et ça allait régler le problème. Donc, et même la loi le dit. Alors, comme tout à l'heure je l'indiquais, Emilien Denis Atangana a des armes sur le plan administratif. C'est-à-dire qu'il doit attaquer dans les délibérations prises par le conseil d'administration et non saisir en réalité le conseil constitutionnel qui, lui, n'est pas compétent pour connaître de la légalité des actes administratifs. Parce qu'une délibération d'un conseil d'administration est un acte administratif latéral, comme le juge Olivier Larrain Ngonga Jacques Martin. Donc, pour dire tout simplement que, en réalité, même quand il dit qu'il va engager le recours gracieux préalable, il faudrait qu'il ait d'abord les décisions de ces conseils d'administration pour les attaquer donc sur le plan de la légalité. Parce que, disons-nous une chose, il y a 3 types de contrôle dans un état de droit. Il y a le contrôle de la légalité des actes administratifs, il y a le contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire on contrôle tous les textes inférieurs aux traités internationaux qui sont régulièrement ratifiés par le Cameroun. Et le dernier contrôle, donc, est le contrôle de constitutionnalité des lois. C'est-à-dire on veille de sorte que toutes les normes inférieures à la Constitution lui soient conformes. Alors dans le cas de l'espèce, bien évidemment, il faut dire que le Conseil constitutionnel, et ça, je fais le rappel à M. Emilien pour dire que les partis politiques, même un individu, peut saisir le Conseil constitutionnel si la qualité a un intérêt en matière contentieuse électorale.
C'est prévu, même un individu, pas forcément un président. Et là, c'est spécifique en matière électorale. C'est spécifique en matière électorale. C'est la raison pour laquelle, quand il évoque la question de la saisine dans le fond et en excipant le fait qu'on peut contrôler la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée, je pense que c'est là où il y a le problème. Mais disons clairement que Emilien Atangana pose un problème de gouvernance. Parce que, écoutez, même le législateur a compris qu'au-delà de 9 ans, même si vous êtes efficace, on peut exploiter votre efficacité ailleurs. Je prends un exemple simple. Mekulu Vondo de la CNPS, il est aujourd'hui quelqu'un qui est applaudi pour ses exploits. Mais après 9 ans, il peut mettre son expérience au profit, par exemple, de Kameko qui dérange. Vous voyez un peu. Donc, on peut l'envoyer dans des secteurs où on estime qu'il peut venir apporter, booster l'entreprise au regard des exploits qu'il aurait fait dans une autre entreprise. Donc, voilà un peu l'idée qu'on peut développer à partir de Maintenant, on va peut-être parler dans une boule de cristal, mais je veux dire, quelle peut être la suite de cette affaire? Le Conseil peut-il aller au-delà? Je l'ai demandé tout à l'heure, des questions de forme, et se dire, comme le fait constater judicieusement le docteur Ambroise Somba, qu'il y a une réelle problématique de gouvernance à laquelle le Conseil doit pouvoir s'exprimer? Bon, c'est très difficile de pouvoir lire dans la boule de cristal. Je vous ai dit tout à l'heure là, je préfère qu'on attende patiemment ce que les sages vont nous dire, parce que s'il faut déjà se prononcer sur cette question, c'est un peu difficile parce que déjà techniquement ça fléchit un peu, et prendre une position là maintenant pourra peut-être tromper vos auditeurs qui nous suivent. Donc moi je préfère qu'on puisse attendre la décision des sages du Conseil constitutionnel, et pour toujours peut-être appuyer ce que Denis a fait. Vraiment, c'est un dossier vraiment très très lourd, et tout ce que moi je peux lui dire, c'est de ne pas se décourager, même si il ne parvient pas à traverser devant le Conseil constitutionnel pour l'examen de son dossier au fond, il faudra qu'il repense à pouvoir obtenir toutes les décisions du conseil d'administration et pouvoir peut-être les attaquer de ce côté-là. Je pense que si c'est par cette voie-là, il pourra faire bouger les lignes. Mais, comme lui-même dit, il reste optimiste que le conseil constitutionnel pourra peut-être se pencher pour voir que c'est un problème de gouvernance et que le conseil constitutionnel peut s'auto-saisir et lui donner peut-être, ou bien ouvrir le dossier et en débat pour voir effectivement ce qui ne va pas. C'est vraiment très absurde et très très mal de comprendre, ou bien de pouvoir comprendre comment est-ce qu'une loi peut aussi être violée à la légèreté comme ça, sans que les... Mais vous n'êtes pas d'accord sur l'éventuelle violation de la loi? Parce que le docteur Ambroise Somba évoque la nouvelle loi, ou du moins la modification de la loi de 2017, donc qui annule très certainement celle de 99. Celle de 99, avec pour conséquence de remettre à zéro le compteur. C'est ce qu'il appelle la validation législative. Oui. Sauf que... ce que moi je suis en train d'expliquer, c'est que c'est vrai que la loi n'est pas venue vraiment clarifier la situation. Parce que c'est ça le problème. Parce que si la loi de 2017 est venue vraiment clarifier la situation pour savoir, parce que là maintenant, on ne dit pas si les compteurs sont repris à zéro. Et toutes dispositions antérieures ne sont-elles pas, comme le dit souvent la loi, voilà. abrogées? C'est ce que dit l'article 125 de la loi de 2017. Voilà. C'est ce vide juridique qui... Non, mais dans ce cas, est-ce qu'il y a vide? Il n'y a pas de vide juridique. Bon, s'il faut aller dans ce sens, on peut dire qu'il n'y a pas de vide, mais je pense que même la loi elle-même s'est violée. Parce que, oui, parce que la loi de 2017 est venue contredire ou bien est venue conforter celle de 1999. Donc je pense que dans ce genre de situation, il y a vraiment un vide quelque part. Et moi, je souhaite que le Conseil constitutionnel puisse non seulement pas être trop exigeant sur la forme de ce dossier, et de regarder le fond de ce dossier qui est un sujet de la bonne gouvernance que Denis Atangana recherche. Non, moi je pense que, à mon humble avis, il n'y a pas de réel problème. Ça, c'est mon avis sur le sujet. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'une décision soit prise au sein d'une entreprise, il faut qu'un organe soit désigné pour prendre la décision. Et
au préalable, il faut que l'entreprise soit régie par un cadre. Le cadre, ce sont les statuts. Les statuts d'une entreprise sont fixés selon le décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sont les statuts qui disent comment les membres du conseil d'administration sont désignés. Ce sont les statuts qui disent qui compose le conseil d'administration. Et les statuts vous disent le conseil d'administration de la société X comprend un représentant de la présidence de la République, un représentant du ministère des Mines, un représentant du ministère des Transports. Et en fonction de ces statuts, Monsieur le Président de la République désigne ceux qui participent au conseil d'administration et prennent des décisions. Moi, je pense que jusqu'à présent, il ne faut pas qu'on se limite sur la loi 2017 qui est un cadre général. Maintenant, quand vous prenez en particularisant, tout à l'heure, il a pris le cas de la CNPS. Effectivement, la CNPS doit avoir des statuts qui soient conformes à la loi de 2017. Est-ce que ces statuts ont déjà été promulgués par M. le Président de la République, rendus publics par son Excellence M. le Président de la République? Ça, nous n'en savons rien. Parce que tant que le cadre qui permet aux dirigeants... Pour le cadre de la CNPS ont été promulgués. En quelle date? Ça ne fait même pas, ça ne fait pas plus de 8 mois. Bah, vous voyez donc que c'est à compter de 8 mois que le délai de 3 ans commence à courir. Puisque c'est à compter de 8 mois que l'organe... Non, pas du tout. Monsieur Emilia Tangana, c'est depuis 8 mois que l'organe délibérant peut se réunir pour nommer le DG. Puisque l'organe délibérant, c'est le conseil d'administration. C'est lui qui, par une délibération, nomme le directeur général. Parce que lorsque vous prenez les dispositions... un an pour le faire. Voilà. Et c'est ce qu'il dit. 8 mois, ça ne fait pas encore un an. Ça ne fait pas un an. On devrait reprendre la nomination dans cette occasion. S'il faut donc reprendre, il y a un cadre légal, monsieur Emilien. Monsieur Emilien Tangana, il y a un cadre légal pour le faire. C'est le conseil d'administration, conformément aux dispositions statutaires régissant la société concernée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Ce sont des sociétés publiques. Oui, même si elles sont publiques. Régies par la loi de 2017. Oui, la loi est... Régie par la loi de 2017. Donc, aucun statut ne peut être validé si ce statut ne cadre pas, ne répond pas aux exigences. On se comprend très bien. 2017 qui fixe le statut général. On se comprend très bien. C'est simplement... Même si on veut s'aligner de votre côté, il fallait qu'on les renomme à partir de 2017. Il fallait donc refaire les nouvelles nominations, ce qui n'a pas été fait. Donc l'illégalité, elle est claire. Monsieur Atangana, la loi de 2017, c'est ce qu'on dit, en droit on dit la loi invocation générale est abstraite. Elle a une vocation impersonnelle. Maintenant, c'est le décret qui vous dit, en ce qui concerne les statuts, par exemple du port autonome de Douala, sont membres du conseil d'administration, un représentant de la présidence de la République, un représentant du service du Premier ministre, un représentant du ministère des Transports, un représentant du ministère des Finances. Par contre, vous allez voir à la SNH, par exemple, on va vous dire un représentant du ministère des Mines. C'est déjà différent parce que la tutelle technique varie en fonction des ministères et des départements ministériels. Comme il en est ainsi, c'est ce cadre-là, c'est-à-dire c'est dans le cadre du conseil d'administration que l'on désigne les représentants. Mais cher monsieur, au-delà de ces démarches formelles, venons à la question de fond, peut-être pour sortir du débat. Denis a peut-être, je vais prendre l'image, est peut-être rentré par la mauvaise porte, mais je vais dire que le dossier qu'il porte ne manque pas non plus de sens. Docteur Ambroise Dussosso. Pas du tout, je crois que, à l'entame ici, je l'ai évoqué, c'est aucun, justement, de la question de la gouvernance. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut inspirer le législateur lui-même des limites? Même si aujourd'hui on peut estimer que M. Tanfou, vous êtes efficace, vous apportez des résultats. Mais la loi elle-même dit que non, après 9 ans, vraiment, on peut revoir la situation de M. Tanfou en l'envoyant peut-être à l'heure pour aller valoriser ou être compétitif dans une autre entreprise publique. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un sujet intéressant. Et ça rejoint justement le contrôle de la légalité des actes administratifs qui, faut-il le rappeler ici, tous ceux qui nous suivent, que même les actes du président de la République font l'objet d'un contrôle juridictionnel. Que les gens ne se disent pas que non, comme c'est un acte pris par le président de la République, cela ne peut pas faire l'objet d'un contrôle. Non, c'est faux. Il y a tout un contrôle administratif, tout un contrôle constitutionnel. Donc c'est pour indiquer que le problème que Emilien Denis Atangana pose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au cœur de notre gouvernance qui mérite que le président lui-même, c'est-à-dire que ses collaborateurs qui l'entourent, peuvent à tout moment lui dire, Monsieur le Président, voilà, ce directeur a déjà atteint la marge de 9 ans, faudrait-il prendre une décision pour le remplacer? Et je pense que c'est simple. Et même une autre fois, Emilien Denis Atangana, étant un président d'un parti politique, il aurait pu accélérer ou bien ouvrir la voie vers les députés.
C'est-à-dire que chercher à Lobbying constituer politique. un lobbying politique, voilà, une option politicienne, en mobilisant un tiers des députés. Et je crois qu'il aurait pu, par là, essayer de bousculer la donne. Mobilisant un tiers des députés. Il faut déjà travailler pour Alors, se faire Denis, élire. on va sortir de ce premier thème. Je crois qu'il faudrait déjà que sur le plateau, on sache que moi-même, je suis conseiller municipal à la commune de Monatélé. Félicitations. Donc, expert en lobbying. C'est ce que vous voulez dire. En tout cas, félicitations pour votre élection. Donc, je suis conseiller municipal, mais je précise ici que le conseil constitutionnel est la meilleure structure, la structure la mieux indiquée pour créer une jurisprudence. Non, même Et je suis convaincu que la jurisprudence doit se créer pour que cette question soit débattue dans le fond. Mais maintenant, en termes de légalité du contrôle de cette loi, si on va sur deux aspects, le premier est que le mot cumul rend déjà illégal tous ces directeurs généraux. La deuxième chose est qu'à partir de 2017, c'était l'ancienne loi qui organisait le fonctionnement des établissements publics. Puisque l'ancienne loi a été abrogée et qu'il y a une nouvelle, il fallait donc qu'on les renomme. Ce n'est pas signer un décret qui peut prendre beaucoup d'années, ou bien faire asseoir le conseil d'administration. Parce qu'il faut dire que dans beaucoup de nos conseils d'administration dans l'illégalité. Il y a des PCA qui sont dans l'illégalité, les membres ils sont même nombreux qui sont des recrutés. Donc, on a vraiment là un problème dans la gestion de nos entreprises. Et il faut rappeler, lorsqu'on parle de qualité, moi je suis un contribuable. Les Camerounais sont contribuables. On a qualité de saisie, le conseil. Et là, le conseil a une possibilité de démontrer aux Camerounais qu'ils ne sont pas là uniquement pour les élections, pour dire irrecevables pour les élections. Il faut qu'ils élargissent le champ de compétences. Et je précise encore que le conseil constitutionnel a la capacité de créer le droit, a la capacité de créer une jurisprudence. Et dans ce dossier, je pense qu'ils vont créer cette jurisprudence. Et pourtant, aller dans le fond. Parce que l'illégalité des DG, je vous assure, elle ne souffre, elle est constatée sur les deux sens que je vous ai expliqués. Et puis, si on va plus loin, certains estiment même que la loi de 2017 est anticonstitutionnelle. Si on va même plus loin, parce que, effectivement, lorsqu'on parle du pouvoir discrétionnaire du président de la République, on s'est rendu compte qu'on a limité son pouvoir discrétionnaire à 9 ans. Donc, si même il faut aller plus loin, cette loi est anticonstitutionnelle et il faut toujours la déchirer, il faut toujours l'annuler. Merci. Ceux qui veulent qu'on fasse le débat, ceux qui veulent qu'ils fassent le débat, on va pousser le débat, mais moi je vous assure que si on va dans le fond, il y a beaucoup de choses à dire autour de cette loi et nous sommes convaincus que le Conseil constitutionnel, qui est la chambre des sages, qui peut le plus, peut le moins, peut s'auto-saisir en créant une jurisprudence et en élargissant son pouvoir de saisine. C'est ce qu'on appelle le juge constitutionnel. Merci. Mettez-moi quand même des Oui. Vous reste une seconde. Juste un mot, M. Miya Tangana. M. Miya Tangana, vous devez bien noter que même le Conseil constitutionnel est soumis au respect de la loi. La loi fixe le cadre dans lequel le Conseil constitutionnel peut agir. Il ne peut pas, d'autorité, se permettre de se démarquer de la loi parce que dans ce cas, c'est l'ordre républicain qui sera en danger et l'état de droit qui serait menacé. Alors, Denis, merci. C'est donc quoi la jurisprudence à ce moment-là? Moi, je suis désolé. Quand on parle de créer un précédent, quand on parle de créer une jurisprudence, c'est donc quoi créer une jurisprudence? Alors, dans tous les pays, le juge constitutionnel crée des jurisprudences. C'est donc ça. En fait, là, vous êtes dans le plaidoyer. Vous êtes dans le plaidoyer. Il faut qu'on le sache, le juge constitutionnel ne se limite pas dans ce qui est écrit. C'est pour ça que lorsque le juge constitutionnel regarde le concours de la régularité, de la légalité, de la conventionnalité des lois, il peut vous dire qu'il peut dire que tel acte, on ne peut pas l'accepter au Cameroun pour telle raison. Donc, il faut bien que les gens sachent ce qu'on appelle le juge constitutionnel. Le juge constitutionnel a la capacité de créer une jurisprudence. Et dans le cas d'espèce, je crois que pour crédibiliser le Conseil constitutionnel, légitimer le Conseil constitutionnel pour que les Camerounais ne pensent pas que c'est seulement que le Conseil constitutionnel est seulement là pour valider les élections, mais il faut qu'ils tous saisissent de cette question en décidant de jouer dans la sagesse, en créant une jurisprudence. Je crois que ce sera justice, ça va faire l'honneur du Cameroun, ça va faire l'honneur même de ceux qui occupent ces personnalités qui sont dans le Conseil constitutionnel, parce qu'à leur âge,
Ils n'ont plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Et quand on parle de mandat irrévocable signifie que du moment où vous êtes nommé, vous avez 6 ans. Il n'y a que la mort qui peut vous enlever. Vous avez 6 ans. Bon, ne parlons pas de le fait qu'on va renouveler. Mais je crois que quand on regarde les âges de ceux qui occupent cet conseil, on tombe tous d'accord qu'ils n'ont pas besoin de miroiter le régime, qu'il faut encore nous nommer, il faut relever nos mandats. Mais là, ils sont devant l'histoire. Ailleurs, dans tous les pays au monde, le juge constitutionnel crée la loi. Il crée des jurisprudences et au Cameroun, notre conseil constitutionnel a la capacité de le faire et de ne pas rester muet lorsqu'on a une loi qui n'est pas respectée. Merci. Pour la suite, Merci. nous allons continuer la suite au tribunal administratif pour attaquer les actes de cette DG qui signent. Parce qu'il faut, si on veut les garder en fonction, on les renomme alors. Merci, Denis Emilien. Juste une précision Voilà. sur la jurisprudence. Vous savez, l'article 4 du Code civil est clair. C'est-à-dire que tout juge qui se refuse de statuer sous prétexte du silence de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi sera poursuivi pour déni de justice. Là, maintenant, c'est quand une loi n'existe pas. Mais dès lors que la loi existe, le juge ne peut plus rien créer. Parce que la loi existe déjà et lui intime le canevas à suivre. Donc, dans cette histoire, vraiment, pour être tout à fait complet, monsieur Emilien Somba, sachez bien, monsieur Emilien Tangana, sachez bien que dans l'état de droit, il y a la hiérarchie des normes. Il y a la hiérarchie des normes, la loi au-dessus de la jurisprudence. Quand la loi a fixé le cap, même le juge constitutionnel ne peut pas se permettre de s'éloigner de la loi, de s'écarter des dispositions de la loi. Mais le juge conseil a-t-il la capacité de créer une jurisprudence, oui ou non? Oui, bien entendu. Mais conformément à la loi. Ailleurs, le juge crée des précédents. Ailleurs, le juge crée des précédents. Il faut savoir que le juge conseiller a des pouvoirs qui sont spéciaux. Il n'est pas comme tous les juges. Mais ce que disent les autres praticiens de droit sur la table, c'est que cela également semble être encadré. C'est ça. Même s'il y a jurisprudence, c'est encadré par la loi. Mais écoutez, le juge constitutionnel a qualifié. Mais écoutez, la jurisprudence, ce n'est pas ce qui est écrit. Et la jurisprudence n'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'on a une affaire et on a par exemple un procès, mais on se rend compte que la loi n'a pas prévu ça. Et le juge qui doit régler le problème décide donc de créer une disposition en créant un précédent qui plus tard fera office de création d'une loi. Oui, vous venez de dire. C'est comme ça que la Comoro s'est construite. Ce n'était pas écrit. Oui, monsieur Emilien Tangana. Monsieur Emilien Tangana, vous avez dit, vous venez de dire lorsque la loi n'a pas prévu. Mais dans le cas présent, la loi a prévu, voilà ceux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. C'est écrit noir sur blanc. Dans la Constitution et dans le texte portant création du Conseil constitutionnel. Organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des vides juridiques dans ce texte? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des vides juridiques? Vous êtes d'accord avec moi que le pouvoir de saisine du Conseil et ses compétences sont très limitées? Et aujourd'hui, il faut que le Conseil nous prouve qu'ils ne sont pas seulement utiles pour les élections, ils peuvent également s'occuper du contrôle de la régularité des lois, du respect des lois. C'est écrit dans la loi qu'ils peuvent s'en occuper, mais à la demande de certaines personnalités. C'est écrit dans la loi. Le juge constitutionnel, pourquoi vous voulez réduire le juge constitutionnel à la loi? Le juge constitutionnel a la conscience pour créer la loi. Il faut qu'on tombe d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle jurisprudence? Qu'est-ce qu'on appelle précédent? Point. Cela signifie que ce n'est pas écrit et pour régler le problème, on crée une nouvelle disposition qui fera après office d'une loi. Mais on est quand même d'accord, des enseignants d'université, on est d'accord que le juge peut créer la loi, créer un précédent. Et ce précédent, plus tard, en termes de constituer une loi. On a fait ça au niveau 1 à l'université, quand on faisait le droit. Merci, Denis Emilien. Disons que... Au niveau 1, on ne vous a jamais dit que le juge crée la loi. Personne ne vous a dit au niveau 1 qu'un juge crée la loi. Monsieur Emilien Tangana, personne ne peut vous dire au niveau 1 qu'un juge crée la loi. La loi, c'est le législateur, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Aucun juge ne crée la loi. Le juge fait ce qu'on appelle de la jurisprudence, qui est en dessous même de l'arrêté. Pas dans la loi. C'est donc quoi la common law? La common law était une loi écrite. La common law s'est créée comment? Est-ce qu'elle était une loi écrite? Attention. Quand on parle des précédents, quand on parle des jurisprudents, est-ce que c'était des lois écrites? Ce sont des décisions que les juges ont dû apprendre pour régler certaines questions, mais dont les dispositions n'existent pas. Et pourtant, on a intégré ça dans le droit positif. On est quand même d'accord, c'est au niveau 1 à l'université. Mais c'est pas la loi. On est tous d'accord
que au niveau à l'université, ce qu'on appelle une jurisprudence. Une jurisprudence, c'est ce qui n'existe pas dans le droit positif. Il y a un problème à régler, on le règle, et puis on en fait un cas, ça devient un précédent, qui plus tard, on peut s'inspirer sur ce précédent, et ça devient une loi, professeur. Est-ce qu'on est quand même d'accord? C'est au niveau 1 à l'université. Merci, Denis Emilien. C'est au niveau 1. Merci, merci, Denis. On va évidemment suivre cette affaire qui sera traitée devant le Conseil constitutionnel mardi de la semaine prochaine, donc le 7 septembre 2021. Et puis, évidemment, on reviendra vers vous pour en savoir davantage. Merci infiniment d'avoir contribué pour cette première partie de l'émission. On va à la deuxième partie. Et puis, bonne soirée à Yaoundé. Merci. Et bonne émission. Merci. Voilà, nous avons donc achevé cette première phase de l'émission. On va rester dans les arcanes du Conseil constitutionnel, parlant d'autres choses, évidemment. Et ce sera derrière la deuxième transition. Vacances du pouvoir, la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution en réalité, il est davantage question d'interroger les mécanismes de passation éventuellement du pouvoir en cas de vacances. La vacance, vous le savez, c'est lorsqu'il est constaté l'indisponibilité du président de la République pour quelque raison que ce soit, l'indisponibilité définitive qu'on constate la vacance. D'abord, sur cette question, messieurs les praticiens ou les praticiens du droit, comment se fait le constat de la vacance du pouvoir? Métaphore. Yes, first of all, you need to know where do you find or which law talks about it. When you look at sections 142 of the Electoral Code, that talks about vacancy at the level of the president of the presidency of the Republic. Vacancy can come maybe as a result of the death of the President of the Republic. Vacancy can come as a result of resignation of the President of the Republic. Vacancy can come as a result of maybe incapacity of the President to perform his obligations. So these are the various conditions whereby we can talk about vacancy. And such a vacancy has to be ascertained by the Constitutional Council. For example, if the President today dies, it's the Constitutional Council that has the constitution or the legal powers to ascertain that the President of the Republic is no more. If he resigns, if it is about resignation, the President of the Republic, maybe through a letter, has to address the nation, and after that gives a letter to the Constitutional Council for transmission to the Senate. So these are the various instances whereby we can talk about vacancy. For example, now if it is about incapacity, that the president, for example, is seriously sick, maybe his doctor probably will inform the Constitutional Council that the president is unable to perform his duty, and it is the Constitutional Council that confirms that information. And once the Constitutional Council has ascertained that the presidency of the Republic is vacant, the person who has the powers, the legal power to assume the interim, is the president of the Senate. That will carry on that will be like the interim president. And if the president of the Senate is unavailable, it will continue maybe to the vice president, and it will going to follow that rank at the level of the Senate. So this is how vacancy at the level of the presidency of the Republic is being ascertained. And when that vacancy is confirmed, now the president of the Senate has the obligation to organize new elections respecting the provision, the time frame provided by the Constitution. So that is how vacancy is being observed at the level. If there's any vacancy, that is how vacancy is being ascertained by the Constitutional Council. Ambroise Sombar, sur les mécanismes. Oui, maintenant, vous venez brillamment de les évoquer. Peut-être faudrait-il les reprendre en français pour les téléspectateurs. C'est vrai, nous sommes bilingues, mais faudrait-il peut-être les reprendre. Alors, le thème avec les vacances du pouvoir,
la Constitution, rien que la Constitution et toute la Constitution. Comme pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas un autre texte que la Constitution pour véritablement produire les éléments de réponse lorsqu'il y a, on peut le dire ainsi entre parenthèses, lorsque le fauteuil du président se retrouve vide, ou du moins pour le dire techniquement, lorsque le président de la République se retrouve dans l'impossibilité, l'impossibilité de pouvoir continuer d'assurer la fonction présidentielle. Alors, notre Constitution est claire, d'ailleurs, depuis 1979, notre Constitution est claire. Vous vous rappelez que quand la réforme de 1999, où, bien entendu, le président Paul Biya a hérité de l'interprétation de ces dispositions constitutionnelles pour devenir président à la faveur de la démission d'Ahidjo en 1982. On a interprété la réforme de 1979 en son article 29 pour dire qu'en cas de démission du président de la République en l'exercice, c'est justement... Et là, ça a été une nouveauté africaine. On a dit c'est le Premier ministre qui vient assurer l'intérim, ou du moins qui achève la durée du mandat restant. Alors notre Constitution est bien claire, et même les dispositions du Code électoral. Il y a 3 hypothèses qui s'ouvrent dans le cadre de la constatation du vacance. La première hypothèse, c'est d'abord le décès. C'est-à-dire que dès que le président décède, il faut donc à ce moment-là constater la vacance du pouvoir et organiser les élections. Et à ce niveau, la Constitution et même le Code électoral sont clairs sur ces dispositions. Le président du Sénat qui va assurer l'intérim à 60 jours au moins et 120 jours au plus. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse justement d'une démission. Et c'est ce qu'on a eu en 1982 avec la démission du président Ahidjo. Et la dernière hypothèse, c'est l'empêchement définitif. Mais, Monsieur Dipita, vous l'avez bien dit, tout dans la Constitution, rien que la Constitution, mais tout n'est pas dans la Constitution. Quand on développe les différentes hypothèses de ces vacances, vous allez vous rendre compte que si ces hypothèses arrivent au Cameroun, on aura de sérieux problèmes. Je commence par le décès. La Constitution ne le dit pas, qui annonce, pas qui constate, mais qui annonce le décès du président, un peu comme le fait la Constitution béninoise en son article 79. Dès que le président décède, la Constitution béninoise dit c'est le directeur du cabinet civil ou le secrétaire général qui annonce le décès. Je dis bien annoncer. Maintenant, au Cameroun, notre Constitution, sur ces questions, est muette, elle ne dit rien, elle est silencieuse. Donc cela veut dire qu'on peut avoir une hypothèse d'école où, comme on a eu, par exemple, en Côte d'Ivoire, à la suite du décès de Houphouët-Boigny, les Ivoiriens l'ont su 7 mois plus tard. C'est possible. Mais pour revenir au Bénin, est-ce que le fait de dire que le secrétaire général annonce exclut la possibilité d'attendre 10 ans aussi? Non, parce que là-bas, il est tenu par une obligation légale. Oui, mais c'est je veux ce dire qu'on appellerait une compétence. Est-ce qu'il y a un délai? Je veux dire que si le président béninois décède à 20h, est-ce qu'il y a un délai entre 20h et l'annonce pour... Il est dit dans ce truc que dès que le président est décédé et que l'information est portée au directeur du cabinet civil, il doit l'annoncer. Vous voyez donc que... Vous voyez que j'insiste. Oui, vous avez raison. Donc, dès que le président est décédé et que l'information est portée, tout ce mécanisme-là, ça s'apprécie comment? Qui porte l'information? Quel délai a-t-il pour porter l'information? Non, ce qui est déjà intéressant à ce niveau-là, c'est que la Constitution est au moins prévue un corps constitué pour agir. Vous voyez un peu? Bon, c'est ce qu'on peut relever d'intéressant. Maintenant, quant à la temporalité ou à la périodicité d'agir, bon, là encore, on peut en discuter. Maintenant, nous prenons la deuxième hypothèse qui semblait la plus plausible, la démission. On vous dirait que le président de la République démissionne, il fait copie au président du Conseil constitutionnel qui a enjoint une copie au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale. Donc, dans le cadre de la démission, c'est la constatation de la vacance est faite plutôt par le Conseil constitutionnel et non par le président de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, la dernière hypothèse, c'est l'empêchement définitif. À quel moment le président est-il définitivement empêché? Est-ce que c'est quand il a les mots physiques ou quand il a les mots psychiques? Alors la doctrine a réfléchi sur cette question. On s'est rendu compte que le président peut te tenir sur une chaise, un peu comme Bouteflika. Ou Roosevelt à l'époque. Il décide. Mais qu'est-ce qui décline, qu'est-ce qui débouche sur, en réalité, les empêchements définitifs? C'est les mots psychiques. C'est-à-dire, quand le président perd, par exemple, la parole, il ne peut plus se rappeler de rien, il ne peut plus tenir un discours, il a des fuites de mémoire, et c'est par là que la doctrine a estimé que non, pas les mots physiques, mais les mots psychiques. Maintenant, le dernier point du PITA, même quand le président du Sénat vient prêter serment, il a prête devant quelle institution?
il utilise quelle expression? Est-ce qu'il va dire, comme le président fait seulement à 12 sauces, ouais? Oui, mais je veux dire qu'il prête ses mains en tant que président par intérim. Oui, mais devant qui alors? Mais Le président, lui, le fait devant. le président, je veux dire qu'il prend les pouvoirs, le président. Oui. Bon, c'est vrai qu'on spécule. Mais dans ce cas d'espèce, Bon. est-ce que prétend ses mains en tant que président, certes, par intérim, Il est président par intérim, il n'est pas président. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le même mécanisme qu'un président plein? Non, pas du tout. La Constitution aurait pu nous préciser. D'accord. Parce que, regardez, il y a une différence entre le président et le président par intérim. Il faut donc qu'on soit clair. C'est-à-dire que quand le président de la République prête serment devant le président du Sénat, pardon, l'Assemblée nationale qui l'habille, ce ne sera pas la même chose pour le président intérimaire. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis la Constitution aurait pu nous aider en clarifiant tous ces aspects pour que lorsque les cas éventuellement vont arriver, on les applique clairement et nettement sans problème. Il n'y a pas de loi parfaite ni de constitution parfaite. vous posez les problèmes. Moi, je comprends que vous avez besoin qu'on résolve ces problèmes. Mais moi, je pense qu'aucun texte de loi n'est parfait. Et c'est en appliquant la loi qu'on constate qu'elle a des défaillances. Au Cameroun, ce n'est jamais arrivé. En tout cas, quand c'est arrivé, c'était très simple. Jusqu'en 1982, le président Idjo a démissionné, le président Biya a pris sa suite. Oui, mais on a appliqué la loi, non, maître. C'est ce que je dis, ça s'est appliqué de manière très simple. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est doté d'institutions suffisamment modernes. Et je pense que nous devons travailler plutôt sur la culture de chacun d'entre nous pour qu'on apprenne à accepter les conditions de la vacance. Parce qu'on aura beau faire les textes de loi, il y aura toujours quelque chose à redire. Lorsque vous prenez une loi, quel que soit, vous avez vu tout à l'heure comment M. Minia Tangana parlait de la loi, vous voyez que dans son propos, pour lui, il appartient au juge constitutionnel de créer même la loi. Et vous allez trouver des gens qui vont vous le dire et être sérieux dans leur démarche. Et moi, je pense que nous devons compter sur nos institutions. Je pense qu'on a travaillé pendant de nombreuses années pour doter ces institutions modernes. On a modernisé notre vie publique à travers le Conseil constitutionnel parce que c'est une innovation au Cameroun. On est quand même un Conseil constitutionnel composé de personnalités qui, par, j'ai dit tout à l'heure, leur sagesse, ont apporté. Moi, je pense notamment aux magistrats qui sont dans ce conseil, qui sont des magistrats respectables, qui ont travaillé pour la justice camerounaise pendant plus de 50 ans. Donc, qui ont les rudiments pour pouvoir apprécier une situation. Le président du Sénat ou son vice-président, qui ont aussi qualité pour constater, sont généralement des gens qui ont servi ce pays et qui, par la qualité de leur service, ont apporté, si vous voulez, dans l'œuvre de construction de notre pays. Moi, je pense qu'on ne va pas, si l'on veut dire qui fera ceci, qui fera cela, nous devons faire confiance à nos institutions, faire confiance aux personnes qui les incarnent. Et comme vous vouliez absolument que l'on dise, moi je pense que la présidence de la République a quelqu'un qui communique pour elle. Lorsque vous prenez l'organigramme de la présidence de la République, il me semble que c'est plutôt le cabinet civil de la présidence de la République. La preuve, c'est que lorsque le président de la République se déplace, c'est le ministre directeur du cabinet civil qui nous en informe. Donc moi je pense que nous devons faire confiance à nos institutions qui sont suffisamment modernes. Je pense que les textes sont clairs. Nous avons une constitution. Il manque peut-être une seule institution, la Haute Cour de justice, parce que toutes les institutions aujourd'hui prévues par la Constitution de 1996 ont été mises en place. Et je pense que nous devons travailler pour que les mentalités acceptent les dispositions qui sont contenues dans la Constitution. Nous devons également travailler parce que si nous voulons toujours questionner, si nous voulons toujours interroger, croyez-moi, quelle que soit la loi que vous allez faire, on peut la questionner. Lorsque vous allez dire que c'est le ministre directeur du cabinet civil, imaginez que pendant son empêchement, ou alors l'empêchement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui aussi l'a empêché, vous faites quoi? Ça devient compliqué, le directeur adjoint ne peut plus agir. Parce qu'on va lui dire que tu n'es pas directeur du cabinet civil. Donc moi je pense qu'on a beau chercher, pensons plutôt à voir qu'on a modernisé nos institutions, à travailler dans les mentalités, travailler dans les esprits, former chacun d'entre nous, avoir une culture citoyenne, une éducation à la citoyenneté, une éducation au respect de la République, des valeurs, des règles, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre à un moment que s'il y a vacances constatées par le Conseil constitutionnel, que nous fassions conscience au Conseil constitutionnel. Et là-dessus, je pense qu'il y a des partis politiques qui, quelquefois, et ça m'ennuie, peut-être que c'est mon problème si ça m'ennuie, mais je ne comprends toujours pas que chez nous, on n'intègre pas le fait qu'un président du Conseil constitutionnel est nommé par décret président de la République, sur proposition, pas décret président de la République, mais la composition du Conseil obéit à une certaine réglementation prévue par la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a les membres proposés par le président du Sénat, le président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel. Il y a même deux qui représentent la Cour suprême du Cameroun.
Donc, quand il les a nommés, nous devons apprendre à faire confiance. Parce que, quel que soit celui que vous nommerez là-bas, on trouvera toujours à redire. Moi, je prends le cas de la France. Actuellement, le président qui est là a été nommé par François Hollande. Et il est là parce que François Hollande, comme lui, était de gauche. Avant, c'était Jean-Louis Borloo, nommé par Chirac. Ils étaient de droite. Avant Borloo, il me semble que c'était Roland Dumas, nommé par François Mitterrand. Il était de gauche. Avant, c'était Robert Badinter, nommé par François Mitterrand, ils étaient de gauche. Avant, Daniel Meyer. Donc, quel que soit celui que vous nommerez, il viendra de quelque part. Il faut simplement faire confiance à l'institution, faire confiance aux personnes qui les incarnent pour que nous puissions savoir que, effectivement, les dispositions constitutionnelles ont été amplement respectées en cas de vacances dûment constatées par le Conseil constitutionnel. Mais Tanfo, je veux dire, regardons de l'architecture telle que c'est en place en ce moment. Y a-t-il lieu de se poser la question, comme le fait par exemple le docteur Ambroise Uzaï-Somba? Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans le mécanisme? No, it is not clear. We need to be asking these questions because there are so many things that are not being said. For example, if the president today is dead, we know that death is ascertained by a death certificate. Who is going to produce a death certificate? Who is going to announce to us the death of the president? He is saying that it's a civil cabinet that communicates. That's the supposition. That's not what the law says. So if it's not everything that the president of the republic does that the civil cabinet communicates on it. So if the president today is no more, we need to know who is that body that has the legal responsibility to announce to Cameroonians. So these are some of the questions that needs to be coming up. Now, going further, if the president becomes incapacitated, who determines it? Is it a medical report? Who is that medical official? So there are these questions that keep on coming, and I think it's high time that we try to see, because when you say we have confidence into those institutions, but it doesn't mean that we should not be interrogating ourselves to some of these loopholes. The Constitution is actually not very, very clear as to who has to do what, and even when the vacancy has been ascertained by the Constitutional Council, who gives power, or who has to enthrone the interim president? So many things are still not being said. He's taking oath before who? You see, so I think we should interrogate those questions, and I think that if we are surprised now with a vacancy situation, I am afraid that interpretations are going to go from any of the angles. Everybody will want to interpret it according to how it pleases him, and it may create some sort of a confusion. So we should take the question very serious. The Constitution has not clearly stated or clearly provides how do we have to manage each of the various categories of vacancies, and it's high time that the powers that be try to see if there can be a modification of the Constitution to incorporate all these various instances that we have just highlighted. Docteur Ambroise Uzaï-Somba, partagez-vous l'optimisme de Maître Guem qui semble faire confiance à la responsabilité des différents autres corps constitués, quant à savoir que même si tout n'est pas écrit dans la Constitution, il y a quand même un schéma qui pourrait permettre que les choses se déroulent assez sereinement. Moi, il a fait un développement qui m'a intéressé en indiquant que en 82, on applique la loi. Parce que les tests ont prévu que dès que le président démissionne, voilà celui qui le remplace. Imaginez-vous donc que la réforme constitutionnelle n'avait pas précisé qui remplacerait le président Ahidjo. On en sera où aujourd'hui? Donc c'est pour dire que pour des questions de succession, surtout à la tête du pouvoir, il y a qu'on ne devrait pas s'amuser. C'est-à-dire que quand vous avez des dispositions qui sont floues, comme on a vu tout à l'heure, regardez comment Emilia Tangana met quand même la focale sur une question que les directeurs devaient nommer. Ça nous interpelle. Mais c'est la même chose pour les dispositions liées à la vacance, surtout, je dis bien à la tête d'un pouvoir, à la tête d'une magistrature suprême. Écoutez, je vous ai pris des cas d'école où les vides ont amené le peuple à attendre 2 ans, 8 mois, 7 mois avant d'en être informé. Tout simplement parce que la Constitution était vide. Elle était muette, silencieuse sur la question. Elle n'a pas réagi.
Ça peut donc amener, comme on le dit souvent, il y a le flou, il y a le loup. Ça fait de sorte que chacun maintenant peut, comme Maître le disait, faire une interprétation comme bon lui semble. C'est vrai que... Aiguiser ses appétits. Aiguiser ses appétits. Mais ce que je dis, c'est qu'on aurait pu, depuis ce temps, je pense que la question que vous avez mise sur la table de débat aujourd'hui nous interpelle sur la nécessité donc d'une refonte de notre constitution, de la mise en place d'une nouvelle constitution qui prendra donc en compte tous ces aspects que nous sommes en train d'interroger, qui me semblent importants dans le sens justement d'assurer la continuité de la fonction présidentielle. Parce que je vais vous dire une chose, avec le contexte qui s'y prête, vous avez vu, il y a aujourd'hui la crise anglophone, on a Boko Haram de l'autre côté, on a des problèmes de titres fonciers, des ceci, des... Donc, si, et même, ce n'est pas faux de le dire, le président de la République est âgé, à tout moment, ce n'est pas le souhait, mais à tout moment, dans la finitude humaine, tout le monde peut partir. Alors, si c'est que c'est le cas du président qui arrive là maintenant, vous voyez donc que le simple fait que la Constitution ne nous ait pas dit qui annonce le décès, on va rester dans les supputations. Mais Tégamat a fait raison. Dans la communication intime, si vous voulez, du président de la République, on sait que c'est le directeur du cabinet civil. Mais la loi ne lui donne pas compétence d'annoncer le décès qui, si éventuellement le président meurt. Donc voilà autant de problèmes qui me semblent pertinents qu'il faille donc apporter un ensemble de solutions. Parce que si ce n'est pas fait, moi je dis toujours, faisons attention, c'est les petites étincelles qui produisent aussi des grandes flammes. Et vous savez bien que le test l'idéal, le test idéal dans une société, c'est la Constitution. C'est à travers elle qu'on doit trouver des solutions sur les problèmes en réalité qui minent l'État ou la société du Cameroun. Bien entendu, ce n'est pas pour rien qu'en ce qu'elle se parle de la hiérarchie des normes, il dit qu'il y a la Constitution, il y a les conventions, il y a la loi, il y a le règlement, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que tout cela devait être prévu, même si on peut relever que la Constitution ne peut tout prévoir, parce que le test reste un test dynamique. Un peu comme dans la Constitution du 18 Brumaire, les Français s'interrogeaient, mais qui est dans la Constitution? On leur a dit Bonaparte. Et c'est la même chose au Cameroun. Si on demande qui est dans notre Constitution, on dira c'est le sénateur Paul Biya. Donc c'est pour dire que si c'est dans lui qui est la clé de voûte des institutions, on devait tout mettre en œuvre pour prévoir les mécanismes de succession de manière pacifique. Et quelles sont les craintes? Mais les craintes, c'est simplement que, écoutez, le président peut décéder là. La Constitution ne nous disant pas qu'il annonce, le Cameroun peut rester dans une gestion de quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui n'est plus là, et on reste géré. Et peut-être le jour où on annonce que le président de la République, peut-être 2 ans plus tard, était décédé il y a 2 ans plus tard, moi je vais vous dire, le peuple camerounais n'est pas un peuple naïf. Il y aura certainement, je ne vais pas parler d'une révolution, mais il y aura quand même des remous qui vont amener le peuple à estimer que... Mais bien entendu, écoutez... La Côte d'Ivoire a attendu 7 mois, vous avez dit. Oui, mais bien sûr, vous vous rappelez, il y a eu des mouvements, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire. Quand l'annonce du décès de Houphouët a été faite, le peuple a estimé avoir été floué, trahi. Donc on suppute, M. Dipita, sur des éventuels. On ne dit pas que cela pourrait arriver, mais voilà éventuellement les éléments qui peuvent trahir le fait que tout ne soit pas consigné dans la Constitution. C'est vrai, je le dis bien, tout ne peut pas être prévu dans une Constitution. Voilà. Moi, je crois à la maturité du peuple camerounais. Non. Je crois à la maturité du peuple camerounais. Je veux bien vous comprendre. Je crois à la maturité du peuple camerounais. Je pense qu'on a déjà eu une première preuve. Ne croyez pas que ça a été facile. Et surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de compétences, qui étaient presque les compétences de niveau IRA. Donc moi, je pense que je crois à la maturité du peuple camerounais. Les Camerounais sont suffisamment éduqués. Les Camerounais sont suffisamment informés. Ils ont une certaine sérénité pour comprendre que les institutions existent et qu'elles fonctionnent. Je l'ai dit, et je ne fais que dire ce que dit l'organigramme de la présidence de la République. C'est le ministre directeur du cabinet civil qui assure la communication de la présidence de la République. S'il y a quelque chose, il communiquera en temps utile. Si vous mettez dans le texte que c'est lui, exclusivement lui, parce que lorsque vous prenez l'organigramme, on dit au cabinet civil, la communication. Donc on ne dit pas tel communique. Et il y a même quelques jours, il y a un décret de son Excellence, M. le Président de la République, qui a nommé des responsables, même au secrétaire général de la Présidence de la République, avait des responsables, et celui de communication. Donc, moi, je pense que nous devons faire confiance à nos institutions, nous devons faire confiance à notre Constitution, nous devons croire à l'expertise de ceux qui nous dirigent. Nous devons également convoquer
la maturité des Camerounais, leur intelligence. Les Camerounais sont sérieux, les Camerounais sont responsables. Ce sont des gens qui croient en leur pays, qui savent très bien que si dans leur pays il y a un problème, ils savent ce qu'il faut faire. La preuve, c'est que depuis qu'il y a eu la crise anglophone, il y a eu une réaction quasi unanime pour dire que non, nous devons avoir un pays. Au moins, dessus, il y a un minimum consensuel. Il y a un minimum consensuel que le Cameroun ne doit pas être divisé. Donc, les Camerounais savent très bien ce qui est de leur intérêt. Les Camerounais savent très bien ce qui peut nuire à leur vivre ensemble, à leur vie commune, à leur partage de la République. Moi, je pense que nous devons plutôt travailler dans ce sens pour préparer les esprits en leur disant bien qu'aucun texte n'est parfait. Quel que soit le texte de loi que vous allez produire, il y a toujours quelque chose à redire. Il y a toujours des imperfections. Et puis mon confrère évoquait tout à l'heure une pièce très dangereuse en parlant de l'acte de décès. Vous voyez que s'il faut à un moment supputer dessus, commencer à interroger, questionner, on sera très très loin. Moi, je pense que nous devons travailler. Nos institutions sont là, elles sont modernes. Et le président de la République lui-même l'a dit en 2007, je crois, en répondant à une question, que la notion de dauphin, pour lui, c'est plus de l'oligarchie, la monarchie. Pour lui, ça sonne mal en République. Le Cameroun a des institutions modernes. Les Camerounais sont suffisamment éduqués pour savoir ce qu'ils doivent faire en cas de vacances. Nous avons un texte de loi. Nous avons un code électoral parce que ce n'est pas exclusivement réglé par la Constitution pour la vacance. Le code électoral également en parle et dit exactement comment ça doit se passer. Faisons confiance à ces textes, même s'il faut les améliorer, parce qu'un texte de loi peut toujours être amélioré. Voilà. On pourrait peut-être penser à l'améliorer, mais imaginez que, je ne sais pas moi... Que le ciel nous tombe dessus. Voilà, il faut simplement se dire, nous nous en remettons à la sagesse ou alors aux dispositions légales. Tout est dans la loi, rien que la loi et toute la loi, dans toute sa rigueur et toute sa vigueur. Croyons en nos textes de loi, croyons en notre constitution, croyons aux personnes qui incarnent nos institutions. Je pense que nous avons des personnes qui ont une certaine maturité à la tête de notre pays, qui ont une expertise, une expérience. D'ailleurs, le président de la République l'a dit, la force de l'expérience. Il l'a même dit au cours d'un voyage en Italie. Il a dit que c'est un pays qui a des gens expérimentés et il est revenu d'Italie avec le stade olympique. Donc, croyons en cela, travaillons pour que les Camerounais acceptent que... Mais c'est la vérité, mon cher ami du MRC. Il l'a dit en Italie, il est revenu avec le stade olympique. C'est une bonne nouvelle pour tous les Camerounais. Nous en sommes fiers. Et dans quelques jours, les Lions iront dans ce stade jouer. Nous espérons qu'ils gagneront leur premier match. Vendredi. Alors, mais s'il y a des choses donc à mettre en fou, à améliorer là-dedans, de ce point de vue, la question en débat, ce serait lesquelles? Oui, déjà, il faut qu'on soit précis. Précis de savoir qui fait quoi. L'acte de décès, par exemple, qui doit dresser l'acte de décès? Puisque c'est l'acte de décès qui dit que quelqu'un est décédé. Ce n'est pas venir tenir un discours que le président n'est plus. Il faut un acte de décès qui atteste de son décès. Donc, il faut déjà qu'on essaye de modifier ou bien de voir comment est-ce qu'on peut insérer qui va dresser cet acte de décès. Maintenant, si c'est pouvoir constater l'incapacité, il faudra qu'on soit précis. Est-ce que c'est mental ou psychique et tout ça, il faut que ça soit vraiment précis, il faut que ça soit vraiment précisé. Et si c'est pas la démission, il faut qu'on nous dise qui va introniser le président par intérim. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment que ça soit précis parce que ça va laisser à interprétation à tout un chacun comme il voudra. Donc, voilà un peu ce qu'il faut absolument réviser avant qu'on ne soit surpris par un de ces éléments. En base de zone, sur les éléments peut-être à mieux apprécier. Vous savez, un texte est mieux compréhensible lorsqu'il est écrit. Parce que lorsqu'on reste sur des supputations, comme je vous ai dit tout à l'heure, le flou à le loup, chacun, vous avez vu, on peut lui donner raison, c'est-à-dire que pour le développement qu'il fait, il est convaincant. Mais je dis bien ceci que, essayons d'éviter nombre de problèmes qui puissent des incompréhensions. Des incompréhensions. Je dis aujourd'hui que si notre constitution, si notre réforme de 79 n'avait pas été claire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être en paix. C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas en paix. Parce que vous voyez, la réforme a clairement prévu. Et comme député, je vous le dis, c'est en Afrique, un élément exceptionnel qui avait été introduit dans notre constitution, qu'une autorité nommée puisse remplacer une autorité élue.
Et c'est la raison pour laquelle l'Afrique avait apprécié de manière... Avec, même si à cette époque-là, l'élection du président n'était pas forcément la chose la plus courue. Oui, bien entendu. Mais retenons quand même on était plus ou moins au lendemain des indépendances, entre ceux qui ont hérité de la décolonisation, ceux qui sont arrivés par les coups de force. On ne peut pas penser que la démocratie ou alors l'accession par les urnes au pouvoir à ce moment-là était l'une des choses les mieux partagées en Afrique. Bien entendu, mais retenons tout simplement que le mécanisme successoral, c'est-à-dire que a été respecté tout simplement parce qu'il y a une disposition qui avait été clarifiée et qui était claire. C'est pour cela que je dis, c'est vrai, le peuple camerounais est mature, mais il faut faire attention avec ce qu'on met dans cette maturité. Par exemple, quand on voit en 2008, on ne pouvait pas imaginer que le peuple pouvait se mettre en branle ainsi dans la rue, au-delà de la maturité qu'on lui reconnaît. Donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention avec la qualification d'un peuple mature qui, à un moment donné aussi, peut perdre son élan de maturité. Alors, quand vous regardez cela, vous convenez que, et le terme, je suis très heureux de cette formulation du PITA, la Constitution, rien que la Constitution, tout dans la Constitution. Bien entendu, c'est-à-dire qu'en réalité, si les éléments qui peuvent amener à la constatation d'une vacance sont des éléments flous, je pense que le flou peut entraîner le loup, comme je le dis, et on peut subvenir à des problèmes très compliqués. Alors, quelles sont les choses rapidement à réparer? Quels sont les éléments qui... La première chose, comme je suis en train de le dire, d'ailleurs, tout constitutionnaliste sera d'accord avec moi, il faut réviser la Constitution. Il faut insérer tous ces éléments dans la Constitution. Si on ne les insère pas dans la Constitution, on peut les insérer dans le code électoral, dans le chapitre qui traite justement de l'élection du président de la République. Première des choses. Maintenant, au-delà de cela, vous voyez, quand on veut compter sur la culture du peuple, ça devient compliqué. Parce que le peuple va se dire, OK, ici, nous allons attendre voir tous ceux qui peuvent réagir. Et c'est la raison pour laquelle, si des éléments ne sont pas consignés dans la Constitution, ça peut ouvrir la voie à autre chose en cas d'une vacance ignorée. Ça peut être l'objet d'un coup d'État. Il ne faut pas l'ignorer aussi. Donc voilà les conséquences qu'on peut faire pour éviter tous ces malheurs qui pourraient éventuellement arriver si tout n'est pas consigné dans la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle un auteur vous dit que le texte dans lequel on ne peut retrouver que toutes les solutions, c'est dans la Constitution, même si elle reste dynamique. Mais Teguer, je veux dire éventuellement s'il y a des améliorations à faire là-dessus. Écoutez, moi je pense que l'amélioration, c'est pas trop dans les textes. Hein. Moi, je ne crois pas à une vie des textes. Il n'y a pas de texte parfait, vous l'avez dit. Non, je ne crois pas à une vie des textes. Moi, je crois plus à une vie d'éducation, de formation des masses. Sans Parce texte, que, maître. excusez-moi, quel que soit le texte que vous faites, bah écoutez, depuis qu'on fait les textes dans la zone anglophone, ces gens ne sont pas formés là, le conflit continue. Vous savez, on a beau faire les plateaux, si nous continuons à parler, si on améliore les textes à Yaoundé, il y en a même qui disent qu'il faut régler ça pour le fédéralisme. Mais demain, on déclare le fédéralisme à partir de Yaoundé. Les armes continuent de crépiter. On a enlevé un enfant, j'ai suivi, on a enlevé des enfants où un prêtre a fait pour une rançon de 20 millions. C'est toujours la crise anglophone? Non. Si nous, moi, je pense que nous devons travailler en acceptant nos institutions telles qu'elles fonctionnent. On ne les recuse pas. Mais... Voilà. Parce que, voyez, quand il demande même qu'on indique clairement l'officier d'état civil qui doit dresser l'acte, mais vous savez bien que l'officier d'état civil de Yaoundé n'est pas celui de Douala. Même dans Yaoundé, celui de Yaoundé premier n'est pas celui de Yaoundé deuxième. Oui. Donc, si on veut tout préciser, il y a des choses qu'on doit seulement faire confiance aux Camerounais, à leur maturité. Moi, je ne pense pas qu'il existe des textes absolument mauvais. Je ne pense pas qu'il existe des textes parfaits. Mais il y a des choses à améliorer. Je ne vais pas vous prendre à contre-pied, mais j'ai quand même en mémoire cette sortie de Barack Obama. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Je veux dire que ne faut-il pas renforcer davantage les institutions, de telle sorte que quelle que soit la force des hommes qui passent par là, comme ça se voit d'ailleurs un peu partout ailleurs. Comme l'a dit, vous touchez le cœur du problème. Vous touchez le cœur du sujet. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant. Je vous ai indiqué tantôt que si nous ne respectons pas nos institutions, si le Conseil constitutionnel rend une décision, on dit que c'est un hold-up électoral, il y a un problème. C'est par là que ça commence. Dipita, tant qu'au Cameroun, nous n'allons pas apprendre à respecter le président de la République, le Parlement, la loi, le député. Mais
le conseiller municipal. Ce sont des gens... Policier. Le policier, le gendarme, nous aurons toujours des problèmes. Tant que nous n'avons pas commencé par dire que le Cameroun, c'est le grand triangle, c'est le triangle national, nous devons tous le respecter. Nous aurons toujours des problèmes. Il faut commencer déjà par l'éducation, la formation des masses, à l'acceptation des institutions et des personnes qui les incarnent. Dipita, quelle que soit la personne que vous nommerez là, elle viendra de quelque part. Quel que soit celui qui sera là, même si aujourd'hui on vous dit de vous installer à Etoudi, vous nommerez des gens là, ce sont des gens dont le parcours sera critiquable. On trouvera toujours à redire. Mais il faut simplement que l'on dise que puisque c'est lui qui les a désignés, que les personnes qui étaient désignées bénéficient de la légitimité, ces personnes sont aptes à conduire le destin de ce pays. Et la seule chose, c'est que ces personnes soient de nationalité camerounaise. Si c'est des Camerounais, ils travaillent, ils œuvrent à construire leur pays. Qu'ils soient de n'importe quelle région, ça n'intéresse pas. Ce que l'on veut, c'est que le pays soit construit et que chacun apporte sa part à la construction de l'édifice. Les institutions fortes, ce n'est pas les institutions parce qu'elles existent. C'est les institutions parce que nous croyons aux institutions. On fait un peu comme les Grecs. Nous sommes prêts à mourir pour le Parlement. Nous croyons au Conseil constitutionnel, nous croyons à l'Assemblée nationale, nous croyons au Président de la République, nous croyons au Conseil municipal. Il a été élu ici, on a fait campagne devant nous, ce monsieur a été désigné, nous lui faisons confiance, il travaille. Maintenant, ces actes ne sont pas forcément les meilleurs. Ces actes peuvent être critiquables par les voies de droit. C'est pourquoi j'ai encouragé tout à l'heure M. Emilien Tangana en disant que voilà comment on doit critiquer les actes. Si l'on veut critiquer, ce n'est pas en faisant des sorties, ce n'est pas en marchant dans la rue, ce n'est pas en disant qu'un président de la République est dans un hôtel, on vient faire le cacham. Ça ne suffit pas. On va vers l'institution établie, on dit, voilà, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Commissaire du gouvernement, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Préfet, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président du Conseil régional. Il y a toutes ces personnes qui existent. Elles sont là pour nous écouter. Elles sont là au service des citoyens. Je pense que si nous on travaille comme ça, si nous continuons à former les masses, si nous continuons à éduquer, nous continuons tous, quand je dis nous, c'est pas moi, je veux dire vous, les journalistes en premier, les professeurs d'université, les responsables des partis politiques. C'est une œuvre commune, c'est un travail que nous devons développer, c'est un travail qui demandera un peu de temps, un peu d'énergie, pour que les gens s'apprennent à accepter l'existence des institutions. Les textes, je le dis encore, ils existeront, ils ont beau exister. Le Cameroun a les meilleurs textes lorsque vous les lisez. Vous prenez le texte de 2017. Vous avez vu que lorsque l'on a sorti le texte en 2017, je pense que j'étais sur ce plateau, vous avez interpellé la dame qui a démissionné, la seule d'ailleurs qui a démissionné à ce jour. Je crois que c'est Madame Ondoa. J'étais ici sur ce plateau, elle était, je crois, aux Philippines, quand vous l'avez interpellée au téléphone et elle répondait. Elle disait c'est un meilleur texte, mais vous voyez, on est 4 ans après, mais vous continuez à vous plaindre. Donc, on a les meilleurs textes, mais si nous ne travaillons pas tous à les accepter, à les implémenter de façon utile, nous allons continuer à souffrir. Moi, je pense que c'est cette œuvre-là que nous devons entreprendre, un travail collectif, une volonté commune d'aboutir à un résultat, c'est-à-dire que notre Constitution soit respectée et que les institutions et les personnes qui les incarnent soient respectées. Lorsque nous le ferons, moi je pense qu'on n'aura pas de problème. La Constitution sera respectée dans toute sa vigueur, dans toute sa rigueur. Avant de prendre le temps fou, je vous reprends sur la question. Justement, la problématique n'est-elle pas d'avoir des hommes, des institutions fortes au lieu des hommes forts? Non, il faudrait avoir les institutions fortes. Et maintenant que tous ceux qui les incarnent respectent justement l'institution. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des hommes qui sont plus forts que les institutions. Je voudrais vous parler d'un exemple. C'est le cas chez nous en ce moment? Bien entendu. Quand vous prenez, par exemple, je parle d'une image simple, la photo du président de la République au Parlement, au Conseil constitutionnel, derrière toutes les autorités. Ça démontre qu'en fait, c'est le président qui est fort et non l'institution. C'est-à-dire le président, personne qui incarne l'institution. Mais quelle est l'influence que la photo du président de la République a sur Oui, l'institution? c'est-à-dire que sur le plan symbolique, je suis d'abord là sur les symboles, M. Dipita, sur les symboles. Quand vous voyez la photo du président de la République, derrière le conseil des membres du Conseil constitutionnel, derrière aujourd'hui toutes les autorités administratives, ça démontre, oui, sur le plan du symbole, ça démontre qu'en réalité, le président est plus fort que l'institution. Je prends un autre exemple. Avec le Conseil constitutionnel, en 2004, on dit ils ont 9 ans renouvelables une fois. On se rend compte que la durée du mandat
est supérieur à la durée du président de la République. On ramène à 6 ans. Ça veut dire qu'on dit que c'est la personne qui tient en fait... Et c'est la loi qui a ramené, et c'est le président. Oui, ce sont les députés. Oui, ce sont les députés, mais c'est une lecture profonde qu'on peut faire. Parce qu'on se rend bien compte que, pourquoi, voilà aux États-Unis, les 9 membres de la Cour suprême fédérale sont nommés à vie par le président des États-Unis, c'est vrai, avec l'approbation de la Chambre sénatoriale. Ils sont nommés à vie. Ça leur donne une certaine inamovibilité, une certaine indépendance. Or, en ramenant à 6 ans, vous comprenez que moins que le mandat du président de la République, 6 ans plus tard, ils n'ont plus la chance d'être reconduits. Donc, voilà l'image, sur le plan maintenant technique, qui démontre à suffire que la personne qui incarne l'institution est plus forte que l'institution. Mettre en faux sur le jeu, institution, homme fort, institution forte. No, I will share the same statement of Barack Obama. We should believe in strong institutions than to believe on strong persons, because you know those persons will go, they will die, but the institutions will remain. So we should instead build strong institutions that will remain than building on personality. So to me, I'll go for strong institutions than persons. Alors, oui. Non, mais pour moi, les institutions sont fortes parce que, je dis, les institutions... Oui. Les institutions ne se décrètent pas fortes. C'est les citoyens qui donnent aux institutions leur force. C'est-à-dire que c'est les institutions, c'est nous qui croyons en nos institutions pour leur donner la force dont elles ont besoin pour continuer à nous diriger. Si nous essayons de vouloir marginaliser les institutions, c'est un véritable problème. Et puis sur la photo du président de la République, peut-être il faut que j'en dise un mot. Le président de la République, c'est l'élu du suffrage universel. N'oubliez jamais qu'il est élu au suffrage universel direct. Et lorsque que sa photo soit... Monsieur Luzon Issomba, c'est parce qu'il est justement l'émanation du territoire national. C'est-à-dire qu'il a la légitimité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si vous voulez qu'il ne soit plus ainsi, faisons comme sur la 4e République, c'est-à-dire qu'il est élu par le Parlement. S'il est élu par le Parlement, ce serait une souveraineté indirecte. Mais là, c'est-à-dire qu'il est l'élu de la nation tout entière. Lorsque vous lisez la Constitution décrit, il est l'élu de la nation tout entière. C'est très fort de sens, et très fort. C'est un symbole très fort. Ça veut dire que quand un président de la République est élu chez nous, vous allez à l'extrême nord, vous demandez à quelqu'un, il dit c'est tel qui est le président de la République. Vous descendez au sud, vous dites c'est tel qui est le président de la République. Vous allez à l'est, c'est tel. Parce qu'il a participé au scrutin. Même si il peut dire qu'il n'était pas là, il a participé, puisque c'est l'élu de la nation tout entière. Par contre, vous allez voir un conseil municipal, il est élu d'une circonscription, il n'est connu nulle part. Il est connu simplement peut-être dans sa circonscription, et peut-être à l'occasion des débats télévisés, il peut intervenir, et les gens le remarquent peut-être dans la rue. Donc c'est cela qui fait en sorte que sa photo doit se retrouver partout, parce qu'on dit qu'il représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Lisez la Constitution, c'est écrit noir sur blanc, hein? Moi je ne dis rien. Il représente l'État dans tous les actes de la vie publique. C'est-à-dire que sa photo seule représente le Cameroun. Voir le président Biya quelque part, c'est le Cameroun qui est représenté. Dès qu'il apparaît quelque part, rassurez-vous, c'est le Cameroun qui est représenté. Et il ne peut pas être quelque part, vous dites que vous ne le connaissez pas. Puisqu'il est votre mandataire. Il agit en vos lieux et places. Il est donc normal que dans toutes les institutions de la République, que sa photo s'y retrouve pour indiquer aux gens que voici celui que les Camerounais ont choisi pour gérer le pays. Ce n'est pas une question de l'homme, non. C'est les modalités d'accès à la fonction. C'est ça qui lui confère cette force. Et nous avons beau le contester, soit nous le contestons et nous demandons au Parlement de le voter, on change de mode de scrutin, soit il est élu du suffrage universel et nous devons savoir que ce suffrage universel lui confère des pouvoirs. Et le général de Gaulle l'avait dit en faisant la Constitution en 58, plus de président inaugurateur de chrysanthème. Oui, la Constitution de 4 octobre 58, c'est cela. Parce que lorsque la gauche est au pouvoir en 46, elle fait un président élu. Lui vient et dit que moi, je ne veux plus de président inaugurateur de chrysanthème. Moi, je veux un président de la République fort. Et il fait donc le mode de scrutin qui fait en sorte de la 5e République, qui fait la Constitution de 4 octobre 58, qui fait en sorte que le président de la République est l'élu du suffrage universel direct. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des images pour... Non. Que les Camerounais travaillent à accepter et à donner à leurs institutions une certaine force, que ceux qui sont justement dans la diaspora irresponsable, parce qu'il y a une diaspora irresponsable qui, heureusement, très minoritaire, ce qui fait que même évoquer leur nom, mais
je pense que c'est leur fait un honneur qu'ils ne méritent pas. Il faut accorder très peu d'importance à cela et travailler pour que les Camerounais acceptent nos institutions comme étant celles qui peuvent gouverner notre vivre ensemble. Merci, Maître Tegem. Oui, un dernier mot. Oui, juste toucher un mot. Monsieur Dipita, vous avez lu le président ukrainien. Il a demandé à tous ces corps constitués, mettez la photo de votre femme et de vos enfants. Enlevez la mienne. Parce qu'au moment de décider, vous regardez votre femme. Y a-t-il pas aussi un peu de populisme là-dedans? Non, écoutez, on va poursuivre. Patrice Talon l'a fait au Bénin. Il a demandé, de manière formelle, d'enlever ces photos. Donc, écoutez, l'aspect du pouvoir n'est pas seulement un pouvoir théorique. Il y a les symboles qui entourent un pouvoir. C'est pourquoi Est-ce que le symbole, justement, prime sur le pouvoir pour prendre votre... Non, c'est un élément qui permet d'appréhender le pouvoir. C'est un élément qui permet d'appréhender le pouvoir. Le président de la République est déjà élu au suffrage universel direct. Il est connu. Il est déjà connu. On le voit le 10 février, il tient un discours. Le 31 décembre, il tient un discours qui va dire qu'il ne connaît pas le président de la République. Est-ce que c'est à travers les posters du président sur toutes les routes qu'on saura que voilà le président? Non. Le simple fait, et ça je suis d'accord avec lui, le simple fait qu'il soit élu au suffrage universel direct lui confère déjà sur le plan symbolique cette, comment dire, cette autorité, j'allais dire, ces pouvoirs. Mais maintenant, la logique qu'il faut développer, c'est tout simplement que le chef d'un État, c'est le chef d'un État qui est connu et représente le Cameroun partout où il va. On a vu tout à l'heure, il n'y a pas un mois, le président était hors du pays pour une visite, pour un court séjour privé. Tous les Camerounais l'ont vu. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur ces aspects qui démontrent en fait que quand vous voyez la photo du président de la République, par exemple au Conseil constitutionnel, vous savez l'image qui est dégagée? Non. C'est lui qui décide, c'est lui qui rend la décision. Docteur Luison Ambroise Somba, merci. Maître Richard Tanfou, Maître Georges Tegem, et puis je dis également merci à Denis Emilien Atangana qui est avec nous en première partie de cette émission, pour lesquels nous avions eu 2 débats. Merci à vous également, 2 sujets, je vais dire 2 thèmes. Merci à vous également à la maison, et puis bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.